Nous allons faire la démonstration d'un front uni contre la réforme, un front syndical, politique, citoyen. Tous les syndicats représentatifs sont contre cette réforme, tous les partis politiques de la NUPES sont contre cette réforme, et tous les citoyens, 70% d'entre eux, sont contre cette réforme. Les invités ici en font la démonstration, et ce sera nos 3 missions de ce soir. Alors on va commencer avec notre premier invité. Des résultats de l'élection présidentielle de 2002 avec l'arrivée de l'extrême droite au second tour, en passant par la lutte contre le CPE, le fameux contrat première embauche, à son combat aujourd'hui contre la réforme des retraites, Ali Rabeh a été de nombreux combats. Aujourd'hui maire de Trappes, il est sur tous les fronts, lutte contre l'habitat indigne, meilleur accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi. Il protège les plus vulnérables. C'est tout naturellement qu'aujourd'hui, il s'implique pour défendre le droit à la retraite digne pour toutes et pour tous. Vous l'avez sans doute vu en manif avec une bannière Trappes. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir notre premier invité, Ali Rabeh, maire de Trappes. Merci chère Nélène, merci à vous toutes et tous, merci aux militants qui ont contribué à organiser ce beau rassemblement, ce beau meeting ici à Trappes. C'est un plaisir en tant que maire d'accueillir toujours ici dans cette ville populaire, cette ville militante, cette ville qui a une tradition ouvrière, les grands rassemblements, les grands meetings, notamment quand il s'agit de défendre nos acquis, nos conquis sociaux. Et je remercie William, notre député, je vous invite à l'applaudir. Qui est à l'initiative de ce rassemblement et qui a souhaité, comme de coutume, le faire ici au sein de cette circonscription dans la commune la plus populaire. Alors, les amis, j'ai une annonce à vous faire. Vous êtes riches. Ça vous surprend pas. Vous êtes au courant. Je le dis en provoquant, mais c'est la réalité. Vous êtes riches. Vous êtes un pays et un peuple riche. Vous êtes l'un des plus productifs au monde. Vous êtes riches parce que vous êtes un peuple extraordinaire. Vous êtes un peuple créatif, ingénieux, innovant. Vous êtes un peuple parmi les plus productifs au monde. Quand on prend la productivité horaire, combien un Français produit en 1 heure de travail, il est largement compétitif avec les Américains, les Anglais, les Allemands. Un Français est au moins 3 fois plus compétitif qu'un Chinois. On compare les PIB, mais un Français peut produire plus de 3 fois ce que produit aujourd'hui un Chinois dans la 2e économie du monde. Vous produisez près de 3 000 milliards d'euros de richesse chaque année. 2936 pour être précis sur l'année passée. Milliards d'euros chaque année. Et qui produit cette richesse? Qui la produit? Ben voilà, vous avez la réponse, dites le plus fort, soyez-en fiers. C'est vous les travailleurs qui produisez cette richesse. Ce ne sont pas les milliardaires qui produisent la richesse. Ce n'est pas Bernard Arnault, première fortune au monde, au moment où je vous parle, qui produit la richesse. Ce sont les travailleurs, ce sont les travailleuses, comme disait Arlette dans ma jeunesse, qui produisent les richesses et qui permettent à ce pays d'être aussi riche. Ce sont les ouvriers, les caristes, les infirmières, les femmes de ménage, les employés de bureau, les fonctionnaires, les enseignants, les aides à domicile. Ce sont eux qui créent ces 3 000 milliards de richesses chaque année. Les milliardaires ne produisent rien. Rien. Ils sont dépendants de nous tous, de vous tous. Ils ne produisent pas de richesse, ils ne font aucun effort. Bernard Arnault, j'en parlais tout à l'heure, possède autant que les 20 millions des Français les plus pauvres. Un tiers de notre peuple. Un homme à lui seul. Qui pourrait imaginer que c'est le travail, le mérite, la productivité de M. Arnault qui permet de produire toutes ces richesses qu'il a accumulées et qui font de lui la première fortune au monde? Personne. Qui produit les sacs? Louis Vuitton et les autres marques du groupe LVMH. Qui produit les parfums? Qui les commercialise? Ce sont des ouvriers, des ouvrières, des employés de bureau, des commerciaux. Ce sont des hommes et des femmes qui sont les travailleurs essentiels de ce pays et qui contribuent à créer de la richesse ici, ailleurs dans le monde, richesse qui est prélevée et captée par les grandes fortunes de ce pays, par les grandes multinationales, et nous sommes privés de cet argent collectivement. Pourquoi j'évoque ça en introduction de mon propos? Et pourquoi j'insiste sur le fait que vous êtes riches? C'est parce qu'aujourd'hui, notre système est si délirant dans son organisation, dans sa captation des richesses produites par la masse au profit de quelques-uns, qu'il faudrait, j'ai fait la simulation juste avant de vous rejoindre, pour un salarié lambda,
qui gagnerait autour de 30 000 € par an, s'il décidait de mettre de côté tout ce qu'il gagne tous les mois, sans rien dépenser, sans rien consommer, sans payer de loyer, tout votre salaire, si vous le mettez dans une caisse et que vous accumulez ces richesses pendant des années et des années, pour atteindre la fortune de Bernard Arnault, il vous faudrait combien de temps à votre avis? 10 ans? Plus? 1000 ans? Combien? 1000? Plus? Combien? 8000? 15 000? 10 000? Allez-y, allez-y, continuez, on va faire les enchères là, ça va être le loto. Hein, accrochez-vous, c'est 8 millions d'années. Avant même l'apparition de l'homme sur Terre. Si vous ne dépensez aucun euro de votre rémunération, qui peut croire que ce sont les mérites de Bernard Arnault qui ont permis d'accumuler autant de richesses? Personne. Donc prenez conscience de cette réalité au moment où l'on vous dit que ce pays est à genoux, que les comptes publics sont au rouge et que nous n'avons plus les moyens de financer notre système de retraite par répartition. Avec toutes ces richesses extraordinaires que vous créez, que vous produisez, vous pouvez vous payer le meilleur hôpital au monde. D'ailleurs, c'était le cas il y a encore 20 ans. Vous avez les moyens de vous payer le système scolaire le plus performant, avec des enseignants convenablement payés, convenablement formés en nombre suffisant pour s'occuper de vos enfants. Vous pouvez vous payer des logements dignes et économes pour tous. Vous pouvez vous payer des transports publics partout pour vous déplacer en préservant l'environnement, avec des ouvriers, avec des cheminots, avec des salariés de ces groupes qui ont toujours été des monopoles d'État qui pourraient vous transporter d'un point A à un point B en arrivant à l'heure, en étant en sécurité. On vous prive de tous ces services publics, de ces moyens de subsistance parfois, en vous prélevant les richesses que vous créez. Et c'est cela que je vais vous dire essentiellement pour ce qui concerne mon propos, parce que la réforme des retraites, vous avez ici deux parlementaires qui en sont spécialistes, puisqu'ils ferraillent au quotidien, minute par minute, jusqu'à 3h, 4h du matin, contre la majorité macroniste, pour dévoiler leur supercherie et proposer des amendements de financement. Mais prenez conscience, dans cette lutte qui est engagée et qui est vitale, prenez conscience de l'immense force qui est la vôtre et de l'immense capital que l'on vous prélève. Où est cette richesse? Où sont ces 3 000 milliards? Où sont ces moyens qui ne vont plus ni à l'hôpital, ni à l'école, ni dans les transports publics, ni dans les services publics, ni dans notre système de financement des retraites? Où vont-ils? Il y a 40 ans, 60, notamment dans les paradis fiscaux, mais pas que, vous en avez au pied de chez vous, vous en avez ici, en Île-de-France, des grandes fortunes qui se réfugient derrière des barrières, derrière des murs, et qui planquent leur argent, et qui ont porte ouverte à Bercy, porte ouverte à Matignon, à l'Élysée, et qui profitent de votre travail et de votre sueur. Il y a 40 ans, je vous le disais, 75% de la richesse que l'on produisait, nous tous les Français, allait à la rémunération du travail. Le reste allait au capital, aux actionnaires. Aujourd'hui, c'est 68%. En 40 ans, nous avons diminué d'à peu près 200 milliards qui sont prélevés des poches des travailleurs pour aller vers les poches du capital. Ça se traduit par quoi? Parce que vous savez, ce que vous vivez, ce que vous dénoncez au quotidien, des salaires qui stagnent, un chômage qui est maintenu à un niveau élevé, et qu'on efface artificiellement des statistiques la plupart du temps, c'est le cas depuis 5 ans, et des dividendes qui explosent. Je parlais de Bernard Arnault, mais il n'est que la face la plus visible. Vous avez dans ce pays quelque chose que les détenteurs du capital ne supportent pas. Un système un peu fou que vous avez inventé, vous, le peuple des révolutionnaires, de ceux qui mettaient et qui revendiquaient de mettre, c'est un peu dans l'actualité, la tête des puissants sur une pique, de réaliser des effigies à l'image du seigneur féodal local pour les brûler sur la place publique. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est qu'on va clouer au pilori un député qui aurait eu le malheur de s'exhiber, c'était peut-être maladroit, mais avec un ballon sur lequel était figuré le visage du président de la République et du ministre Renégat, qui défend la réforme des retraites, après avoir été sur les bancs de l'opposition en 2017. Je le disais, 200 milliards qui sont passés de la poche des travailleurs au capital, et on vous dit aujourd'hui qu'il faudrait abandonner le système de retraite par répartition que nous n'avons plus les moyens de financer. De quoi on parle? De quoi on parle? Et mes collègues, nos amis parlementaires le diront plus en détail encore. On parle d'un déficit de 13 milliards d'euros spéculés éventuellement en 2030. Aujourd'hui, les caisses, elles sont excédentaires. C'est important que vous le sachiez. Le système de retraite génère plus d'argent qu'il n'est nécessaire pour financer les retraites
de nos aînés. 13 milliards d'euros. On nous dit, vous savez, vous connaissez cette statistique qu'on nous serine à longueur de débat télé. En 1990, il y avait près de 3 actifs pour financer un retraité, 2,6. Aujourd'hui, 30, 40 ans plus tard, il n'y a plus qu'1,7 cotisant pour un retraité. Et ce qu'on oublie de vous dire, c'est que ce qu'un actif finançait, produisait comme richesse en 1979, juste avant l'arrivée de la gauche au pouvoir et le vote de la retraite à 60 ans à taux plein, ce qu'un actif produisait à l'époque, plutôt ce qu'un actif produit aujourd'hui, il fallait 3 travailleurs français pour le faire en 1979. Vous avez triplé vos gains de productivité. Vous avez triplé les richesses que chacun d'entre vous produit en moins de 40 ans. Parce que vous êtes un peuple ingénieux et extraordinaire, je le disais en introduction. On oublie de vous le dire pour vous piéger derrière la logique mathématique 1 pour 3, 3 pour 1, et vous faire croire qu'il faut donc mécaniquement accepter de travailler plus longtemps, parce que vous seriez coupable, bande de malheureux, de vivre plus longtemps. Eh bien, dites-le, revendiquez-le. Si aujourd'hui nous produisons plus longtemps, nous avons le droit à une prolongation de notre vie à la retraite pour profiter de ce que la vie nous offre et ce qu'elle nous permet. Fondamentalement, qu'est-ce qui est insupportable pour un libéral, pour un capitaliste qui cherche, encore une fois, toujours à faire plus de prédation sur les richesses produites? On a inventé quelque chose un peu fou, je vous le disais tout à l'heure, il y a 70 ans maintenant, après la Seconde Guerre mondiale. On a inventé un système dingue, où plutôt que se dire Benjamin Lucas finance la retraite de Benjamin Lucas, William Martinet celle de William Martinet, et moi-même ma retraite dans, malheureusement pour moi, une trentaine d'années. Plutôt que de se dire chacun pour soi et débrouillons-nous, plutôt que de dire flattons les égoïsmes et organisons la compétition de chacun contre tous, on a décidé quelque chose d'un peu fou. On a décidé qu'on allait être solidaires. Et c'est insupportable pour les libéraux. On a décidé que nous, les jeunes qui travaillons aujourd'hui, nous financerions les retraites de ceux qui ont travaillé pour nous hier, qui ont bâti ce pays, qui nous ont légué un héritage. Et que les générations seraient solidaires les unes des autres. Et que nous serions un peuple fraternel qui revendique à travers les âges, à travers les générations, d'assumer sa tradition de solidarité, pour permettre qu'aucun de ceux de nos retraités qui arrivent à l'âge du départ à la retraite ne puisse souffrir de la pauvreté, de la misère, ou n'aille, comme le disait un grand philosophe, Jean Jaurès, mourir à l'orée du bois parce qu'il n'aura pas pu amasser le capital nécessaire pour préparer sa retraite. Eh bien, nous avons décidé de mettre de côté 1/3 à peu près des richesses que nous produisons chaque année. 1/5, pardon, dorénavant. 600 milliards d'euros. On appelle ça la sécurité sociale. On a décidé que quelqu'un qui est malade doit être soigné par le collectif. On a décidé que quelqu'un qui est à la retraite doit être pris en charge par le collectif. On a décidé que quand on est frappé par un accident de la vie, on ne doit pas être confronté à sa solitude et à sa détresse, mais que le collectif, la société devait nous porter et nous prendre en charge. Eh bien, on a décidé donc de soustraire à la prédation du capital 600 milliards d'euros de la sécurité sociale. Parmi ces 600 milliards d'euros, à peu près 330 milliards sont réservés à nos caisses de retraite. Eh bien, c'est insupportable pour les libéraux, parce que parmi ces 330 milliards d'euros, il y a de l'argent à se faire. Et c'est ça le projet du gouvernement. Et c'est ça le projet des libéraux qui nous dirigent. Ce n'est pas de sauver le système de retraite par répartition. Ce n'est pas de combler un hypothétique trou de la sécurité sociale de 13 milliards d'euros sur la branche retraite. C'est de réussir à privatiser ces fameuses 330 milliards en vous convainquant chacune et chacun que le système est condamné, qu'il ne faut plus cotiser, qu'il ne faut plus compter sur les autres et qu'il faut compter seulement sur vous-même. Et donc qu'il faut adhérer à des produits financiers, qu'il faut acheter des parts d'entreprises au Canada, en Chine, en Afrique, et profiter de la misère des travailleurs à l'autre bout du monde et leur exploitation pour espérer vous faire un capital qui vous financerait vos vieux jours. Voilà le projet des libéraux auquel le peuple français, ce noble et brave pays, ce brave et noble peuple, refuse de se soumettre en se révoltant et en organisant la résistance comme nous le faisons en nous rassemblant aujourd'hui. Je suis très fier de participer à ce meeting, à ce rassemblement qui donne à voir ici à Trappes notre capacité de résistance face à ce funeste projet. Je vais conclure avec quelques chiffres
mes collègues le feront beaucoup mieux que moi. Mais quelques chiffres, parce que c'est important de les ancrer dans les têtes et de les utiliser dans l'argumentation dans les prochains jours pour convaincre de plus en plus de Français, ils sont déjà convaincus, les sondages le démontrent, mais d'aller plus loin. Pas uniquement de le dire dans les sondages, pas uniquement d'espérer que les rassemblements et les manifestations fonctionnent, mais il faut passer à l'acte. Il faut aller manifester demain à Paris, très nombreux, en famille, dans la joie et la bonne humeur, pour continuer à résister à un gouvernement qui compte sur l'épuisement du peuple pour faire passer sa réforme. Il faut de plus en plus être capable de nous mobiliser dans les grèves, soutenir ceux qui vont, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, s'engager dans des grèves reconductibles et qui vont mettre en péril leurs revenus, leur capacité à prendre soin de leur famille, de leurs enfants, et qu'il faudra pouvoir soutenir de toutes nos forces, avec nos moyens, en faisant la grève nous-mêmes, en cotisant dans les caisses de grève, en apportant notre concours pour qu'ils puissent tenir face au gouvernement et le faire plier, car le gouvernement pliera. Delel disait juste avant que j'avais commencé dans mes engagements jeunes, notamment par une grande bataille, la bataille du CPE. Je n'oublierai jamais, jamais, beaucoup d'entre vous l'ont en mémoire, que la loi a été votée malgré les manifestations, malgré les grèves, malgré les blocages. Que la loi encore plus extraordinaire a été promulguée dans la foulée par Jacques Chirac à l'époque, ce qui a redoublé la vigueur des manifestants. Je n'oublierai jamais que le gouvernement, avec Morgue et son chef de l'époque, Dominique de Villepin, nous indiquait que c'était fini, qu'il fallait retourner dans nos universités, retourner dans nos entreprises, dans nos usines. Au moment où il expliquait que la jeunesse devait supporter un sas de 2 années de précarité avant de rentrer dans le marché de l'emploi. Eh bien, je n'oublierai jamais le visage déconfit, la mine abattue de Dominique de Villepin un lundi matin, au pupitre, en conférence de presse, venir annoncer qu'une loi votée, promulguée, votée en 49.3, promulguée par le président lui-même qui avait signé le décret, était abolie. Et que le Parlement voterait dans les jours suivants une loi d'abolition de la loi pour permettre au pays de repartir, de redémarrer, et que cette immense victoire qui a été celle de la jeunesse et des syndicats mobilisés est à rééditer en 2023. Je disais tout à l'heure, et je voulais vous donner quelques chiffres, c'est important. Total 2022, bilan. Combien ? Vous connaissez bien votre leçon, bravo. C'est quand même extraordinaire. 1/3 de croissance. Attention. 1/3 de croissance de quoi ? Parce que vous parlez de 19 milliards, c'est le chiffre d'affaires. Il faut quand même réussir à se mettre ça dans la tête. 19 milliards de bénéfices. 19 milliards de bénéfices, c'est grâce à qui ? Au patron de Total. C'est lui qui a rempli les cuves. C'est lui qui a raffiné le pétrole. C'est lui qui, à la caisse, a encaissé la carte bleue quand vous passez remplir le plein de la voiture. Ce sont les salariés du groupe Total qui créent la richesse ici en France et à l'international. Eh bien, 19 milliards de bénéfices, c'est le chiffre le plus important de l'histoire du groupe Total au moment où on nous dit que le pays n'est pas capable de financer sa retraite en 2030. Les actionnaires du CAC 40, toujours en 2022, combien ? 80, bravo, il y a des spécialistes. 80,2, il a raison, c'est important, on prend les 200 millions pour la SNCF. 80,2 milliards de dividendes. De dividendes, même pas de bénéfices, de dividendes reversés aux actionnaires du CAC 40. Il y a besoin de ressources pour financer la retraite, on en a. Vous avez des idées, je suis sûr. L'impôt sur la fortune, le cadeau de notre ami Macron. Attention, c'est pas un cadeau, hein. Parce que moi, si Macron veut faire des cadeaux à ses amis patrons, ça ne me dérange pas. S'il prend l'argent de ses cadeaux dans son compte bancaire, ça ne me dérange pas. Il le prend dans vos poches. L'impôt sur la fortune, c'est chaque année au minimum 2 milliards d'euros qui nous échappent. En réalité, si on rétablit un vrai impôt sur la fortune comme il a existé dans ce pays il y a quelques décennies, c'est entre 7 et 10 milliards de recettes dans les caisses de l'État. On pourra en prendre un bout pour les retraites. Le dernier impôt sur les entreprises qui a été supprimé, la fameuse CVAE, qui permettait de financer notamment les agglomérations, les départements, combien ? 8 milliards d'euros en 2023. Il nous manque 13 milliards, nous dit-on, pour les retraites. 8 milliards de cadeaux décidés par Bruno Le Maire pour les entreprises. Mais vous croyez que vous financez quoi en travaillant 2 ans de plus ? Vous financez ce cadeau de Bruno Le Maire aux entreprises, parce qu'à eux, il a pris l'engagement de réduire leurs impôts, à vous, il a pris l'engagement de sacrifier 2 années de vie. L'impôt sur les revenus financiers, c'est extraordinaire. Si vous avez ici, je suis sûr que c'est le cas, des revenus financiers massifs, hein ?
Madame Lacharte, Madame Ressman, voilà, tous ceux qui sont actionnaires BlackRock. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez des revenus confortables et que vous payez l'impôt sur le revenu, vous ne payez pas le même impôt selon que vous gagnez, je ne sais pas, 80 000 euros par an ou 20 000 euros par an. Eh bien, en revanche, si vous avez des revenus financiers, si vous êtes très très riche, si vous avez immensément d'impôts sur le revenu, on vient écréter vos impôts, ça s'appelle la flat tax. Combien ça coûte pour l'État? Entre 2 et 5 milliards d'euros. Voilà de quoi financer également la réforme des retraites. La fraude fiscale. On parle souvent de la fraude sociale des pauvres gens qui fraudent au RSA, le cas échéant, ou à la carte vitale. La fraude fiscale, 80 à 100 milliards d'euros chaque année. Un tout petit effort. Quelques fonctionnaires à recruter à Bercy pour aller chasser les fraudeurs, et on déclenche dès demain 10 à 15 milliards d'euros recettes supplémentaires, juste en allant chercher les délinquants en col blanc. Les niches fiscales, évidemment, pour ceux qui ont de quoi défiscaliser. 90 milliards d'euros chaque année. C'est pas l'argent qui manque pour financer non seulement le système de retraite actuel, mais je vous propose, et les parlementaires se battent à l'Assemblée, les parlementaires de la NUPES, pour défendre le programme qui nous a réunis aux législatives, le retour de la retraite à 60 ans à taux plein pour tous. Je plaide et je l'assume pour rétablir les régimes spéciaux pour tous ceux qui ont travaillé tôt, qui ont sacrifié leur vie tous les jours et qui financent des systèmes parfois excédentaires. C'est le cas de nos amis cheminots, c'est le cas d'un certain nombre d'industries dans ce pays où des hommes et des femmes depuis des décennies financent leur propre système de répartition et se voient aujourd'hui ponctionner, sacrifier leur régime pour des raisons purement et bassement idéologiques pour pouvoir demain ouvrir la porte au privé. Nous sommes allés chercher dans ce pays, et je suis fier d'être un Français pour cela, parce que nous sommes un peuple digne et fier, et un peuple combatif, et nous allons le rappeler au gouvernement. Nous sommes allés chercher la fin du travail des enfants avec les dents. Personne ne nous l'a donné. Aucun patron n'a spontanément, aucun parlementaire n'a spontanément décidé d'abolir le travail des enfants en France. C'est parce que des hommes et des femmes se sont mis en grève. C'est parce que des hommes et des femmes ont décidé d'arrêter le travail, de manifester, que le travail des enfants a été aboli il y a plus d'un siècle. C'est parce que des hommes et des femmes se sont fait fusiller que la semaine de 8 heures de travail par jour a été votée. C'est parce que des hommes et des femmes ont bloqué le pays que les congés payés ont été instaurés. C'est parce que des hommes et des femmes se sont battus et ont fait élire le Front Populaire et se sont mis en grève que la semaine de 40 heures a été votée. C'est parce que des hommes et des femmes se sont levés que nous avons conquis nos droits. Il s'agit de se lever aujourd'hui pour les défendre, pour repartir à la conquête, cesser de reculer, cesser de résister et monter à l'offensive. C'est à cela que nous sommes invités demain en manifestation, c'est à cela que nous sommes invités autour de nos parlementaires dans les prochaines semaines, et je suis très fier, en tant que maire, en tant que citoyen, en tant que père, d'être en première ligne de ce combat. Vous pouvez compter sur moi, chers collègues parlementaires, pour suivre le combat jusqu'à la victoire. Merci Ali Rabé et maire de Trappes. La répartition des richesses, la grève, la mobilisation, c'est quelque chose que connaît bien notre prochain invité. Mathieu Bolreda, tu es conducteur de train sur la ligne C du RER, secrétaire général de la CGT Cheminots de Versailles. La CGT Cheminots de Versailles, c'est un syndicat qui est jeune, qui est dynamique. S'ils vous disent demain, il n'y a pas un train qui circule, demain, il n'y a pas un train qui circule. Mathieu, je te laisse nous présenter les perspectives de mobilisation de ton syndicat et je te laisse nous tailler un beau costume à cette réforme des retraites. Merci. Alors, bonsoir à tous. Oui, je suis conducteur de train, je suis secrétaire général du syndicat CGT Cheminots de Versailles, comme elle l'a très bien dit. Je précise que la majorité des cheminots qui vivent à Trappes travaillent en fait sur Versailles, donc on est un peu ici en famille et sont organisés dans notre syndicat. Je le dis notamment pour les caisses de grève. Le moment venu. Et je promets bien sûr à Cassandre que mes 4 minutes seront moins longues que celles d'Aliarbe. Et donc, je mets bien tout de suite. Rapidement, allez, moi 2 chiffres seulement. Le premier quand même, c'est important parce qu'il faut le dire, on nous annonce effectivement entre 10 et 15 méchants petits milliards qui manqueraient à l'appel de la branche vieillesse du régime général des retraites. Et effectivement, ça ne concerne pas la majorité des régimes spéciaux, il l'a dit, mais c'est à mettre en relation avec un autre chiffre. Parce que Ali, c'est un révolutionnaire, il veut aller prendre de l'argent en plus, etc. pour financer, mais en vrai, il n'y a même pas besoin.
Parce que cette année, l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'après, etc., il y a chaque année 66 milliards d'euros d'exonération de cotisations patronales, c'est-à-dire de l'argent pour financer la sécurité sociale, qu'on les affranchit de payer, d'accord? C'est une part de notre salaire, hein, c'est une part, c'est ce qu'on appelle le salaire indirect, à la différence du brut net. Donc, littéralement, on le prend dans nos fouilles, d'accord? Pour le donner au taulier, d'accord? Au patron. 66 milliards d'euros chaque année, dont 20, faut être juste, 20 uniquement pour la branche vieillesse. Donc il n'y a pas de déficit en vérité prévisible dans 5-10 ans, puisque déjà elle est largement excédentaire, elle le serait encore plus s'ils payaient ce qu'ils doivent. Moi je paye ce que je dois, tu payes ce que tu dois, tu payes ce que tu dois, à eux de payer ce qu'ils doivent. Give me my money back. Je pense que là c'est clair. À qui veut-on faire croire? À qui veut-on faire croire que alors que cette sécurité sociale a été fondée en 1945 par Ambroise Croizat, ministre cégétiste et communiste qui revenait des camps de la déportation, de l'occupation de la barbarie nazie, et qui est revenu et qui a fondé cette sécurité sociale ici, qui était, comme il le disait, non pas ministre du Travail, mais ministre des Travailleurs, qui a fondé cette sécurité sociale aujourd'hui dans un pays ruiné par la guerre et l'occupation, dans lequel on payait notre pain avec des tickets de rationnement. À qui veut-on faire croire qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus dans la 6e puissance économique du monde de l'argent pour financer nos retraites par répartition et la solidarité? Personne ne peut le croire. C'est pour ça que 93% des salariés, je parlais de 70%, mais 93% des salariés de ce pays sont contre cette réforme. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour mener ce combat? Les 64, c'est un chiffre qui doit vous évoquer quelque chose. C'est aujourd'hui dans la France de 2023, l'âge moyen d'espérance de vie en bonne santé pour nous. Et ça va du clochard à Bolloré, ou Bernard Arnault. Hein. Tu prends la moyenne, d'accord? Donc pour nous, ouvriers, travailleurs manuels, travailleurs précaires, les gens qui ont des carrières cassées, c'est beaucoup moins. C'est plus entre 58, 62, 63. Faire la retraite à 64 ans, c'est nous dire quelque chose en face. C'est nous dire quelque chose en face. C'est nous dire, je veux que tu meurs avant de pouvoir jouir de ta retraite. À quel âge ça t'arrange que je meure pour des idées comptables? Je suis pas sectaire, on peut en discuter. Donc, c'est exactement ce que ça nous dit. Vous allez crever au travail, vous ferez vos pots de départ au cimetière, vous serez soit des vieillards au travail, et vous mourrez avant de pouvoir jouir d'une retraite. Nous sommes, nous, manuels, exposés aux variations de température, exposés aux ports de charges lourdes, exposés aux rayons ionisants, au rayonnement magnétique, à l'amiante, aux horaires décalés. Nous avons entre 5 et 10 ans d'espérance de vie, que ces roquets de la macronerie qui hantent les plateaux de télé pour nous dire qu'il faut faire des retraites, et ces gens-là ont l'insolence, eux qui seront dans leur résidence secondaire sur l'île de Ré ou en Sologne pour jouir de leur retraite, nous serons nous dans la terre à se faire ronger par les vers. Alors oui, il n'est pas illégitime que nous nous battions pour pouvoir partir en bonne santé, après une longue vie de travail pour avoir donné à la nation et aux générations futures. Il n'est pas illégitime que nous puissions nous reposer en bonne santé après une longue vie de travail. Ça, c'est clair. Donc, à partir de maintenant, je le dis, et c'est la conclusion, je le dis, nous avons, à l'appui de cette intersyndicale inédite depuis plus de 20 ans, nous avons fait 3 grosses journées d'action. D'autres sont en préparation, il y a plein d'actions, c'est comme à la Samaritaine, il se passe tous les jours quelque chose dans ce pays. Il y a les descentes au flambeau, il y a la manif du samedi, il y aura le 16, etc. Et je vous l'annonce aujourd'hui, nous avons compris qu'en face de nous, ils ne veulent pas discuter, ils ne veulent pas négocier. Donc ils nous mènent une guerre, une blitzkrieg sociale. Nous sommes donc en état de légitime défense sociale. Voilà pourquoi il faut passer du lobbying au blocage économique du pays. Et je vous annonce ce soir que la Fédération CGT des cheminots a décidé d'appeler à la grève reconductible l'ensemble des travailleurs du chemin de fer du pays à partir du 7 mars prochain dans l'objectif du blocage économique du pays, en convergence avec nos camarades des raffineries qui bloqueront les expéditions de produits raffinés à partir du 7 mars. Car ce n'est pas à Macron que nous discutons, c'est à ses maîtres. Aujourd'hui, CAC 40, aux financiers, au complexe de la banque assurance, puisque c'est décidément ses maîtres, nous allons nous mettre en ordre de bataille pour les ruiner, afin qu'ils commandent à leurs vulgaires commissionnaires du gouvernement de reculer et de retirer cette loi inique, parce que nous défendons notre peau, et nous la défendrons pour nous, et pour nos enfants, et pour le futur. Donc, et cette victoire,
cette victoire que nous aurons, parce que nous aurons cette victoire. Cette victoire que nous aurons, ce sera le signal de départ de la reconquête de tout ce qu'ils nous ont pris. On veut la retraite, on veut la santé, le transport, les services publics, les salaires. C'est plus, on lâche rien. Maintenant, c'est, on reprend tout. Merci. Bravo Mathieu. On va plutôt de passer après toi. Alors, notre prochaine invitée est une femme. Elle a exercé toute sa carrière au lycée des Sept-Mars à Maurepas. Elle est secrétaire départementale du SNES des Yvelines et siège aujourd'hui au Conseil départemental pour la citoyenneté et l'autonomie des Yvelines. Est-ce que vous savez ce que c'est que le SNES déjà? Oui, vous avez l'air de connaître. On accueille sans plus attendre Maria Bolzinger de la FSU. Bonjour à tous et à toutes. Donc je représente la FSU, qui est le syndicat majoritaire des enseignants. À la FSU, on syndique l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, donc c'est beaucoup des enseignants, mais aussi d'autres personnels qui travaillent auprès des enseignants. Et on a la notion de service public chevillée au corps, puisqu'on est la première organisation syndicale au sein de l'éducation nationale et la deuxième dans la fonction publique d'État. Voilà, donc je vais peut-être centrer un peu plus l'intervention sur les effets de la réforme sur l'éducation nationale pour les enseignants, en complément de tout ce qui a été dit par l'interlocuteur précédent. Je vais essayer d'aborder les choses de manière peut-être complémentaire, voilà. Alors, la réforme Macron-Borne, elle constitue une amplification de la régression sociale qui est organisée depuis maintenant une multitude de contre-réformes des retraites depuis à peu près une trentaine d'années. Pendant un certain temps, jusqu'aux années 90, les réformes, elles étaient faites pour apporter du progrès social, mais depuis les années 90, force est de constater que les forces libérales ont fait qu'à chaque fois qu'on parle de réforme, en fait, ce sont des contre-réformes, et à chaque fois, on retire des droits aux salariés. Alors, la réforme Borne-Macron, c'est vraiment une accélération et une amplification de ce qui est déjà en œuvre depuis un certain temps. Alors, je vais prendre l'exemple d'un enseignant qui débute, qui est recruté à l'âge de 24 ans, ce qui est déjà pas mal, parce que vous savez que les enseignants font des études longues, et qu'après avoir eu un master, donc 5 ans d'études, ils passent un concours, qu'ils n'ont pas forcément non plus tout de suite. Donc 24 ans, c'est déjà une entrée dans le métier plutôt précoce, on va dire. Et on va donc demander à cet enseignant de travailler 43 annuités, de cotiser 43 annuités. Alors, tout le monde sait faire l'addition. 24 plus 43, on arrive à 67 ans. Alors l'âge légal annoncé par la réforme, la contre-réforme Macron-Borne, elle est annoncée à 64 ans, âge légal annoncé à 64 ans, mais en réalité, pour un enseignant ou pour tout autre d'ailleurs jeune qui aura fait des études un peu longues, ce qui est quand même le cas de beaucoup, il est évident que pour arriver à une retraite à taux plein, il faudrait aller jusqu'à 67 ans. Bon, chacun imagine bien ce que ça peut représenter d'être à 67 ans devant des enfants, des jeunes, des adolescents. Donc ça veut dire qu'en clair, l'enseignant, il va partir sans doute à 64 ans, peut-être même avant s'il est vraiment épuisé par le métier, mais en tout cas pour toucher sa retraite à 64 ans, et il partira avec une retraite incomplète, puisqu'il aura cotisé 40 annuités au lieu de 43, et que non seulement il lui manquera des années de cotisation, mais en plus il va avoir l'effet, la double peine avec la décote qui va amputer en plus sa retraite. Voilà, donc le résultat des cours, c'est qu'un enseignant qui aujourd'hui, enfin il y a quelques années, avant la mise en œuvre du retour, de l'allongement à 62 ans, partait à l'âge légal, avec une carrière complète, il partait avec 75% de son salaire, ce qu'on appelle le taux de remplacement. Et bien là, avec la réforme, un enseignant qui est embauché à 24 ans et qui part à 64 ans, il ne touchera plus que 59% de son salaire comme taux de remplacement. C'est donc un appauvrissement évidemment manifeste qui se cache derrière cette réforme. Alors si maintenant
Il s'avère que cet enseignant recruté à 24 ans est une femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la carrière, les faits le prouvent, est souvent interrompue ou hachée par des congés parentaux, voire des temps partiels, plus ou moins selon les femmes, mais dans la réalité, c'est encore fréquent. Donc, ça veut dire que cette femme, qui aura commencé à travailler à 24 ans, à 64 ans, non seulement elle aura une carrière incomplète, comme dit déjà précédemment, mais en plus, ce sera amputé des années manquantes et évidemment, elle aura un nombre d'annuités cotisées très faible et elle aura une pension de retraite extrêmement faible qui pourrait très bien la mettre en dessous des 50% comme taux de remplacement. Voilà, donc contrairement à ce qui est dit, c'est bien une aggravation des inégalités qu'entraîne cette pseudo-réforme, même si on peut observer qu'en moyenne, et il faut le souligner, que les écarts de pension entre les femmes et les hommes sont bien plus importants dans le secteur privé. Les femmes ont une pension de 32% inférieure aux hommes dans le privé que dans la fonction publique, qui est un peu plus protectrice, même s'il y a encore des efforts à faire, puisque l'écart n'est seulement que de 14%, c'est quand même moins. Voilà, alors on m'a dit que j'avais plus beaucoup de temps pour parler, donc je voudrais quand même terminer en disant que la conséquence du report des deux mesures, un report d'âge et accélération des annuités, ça va évidemment avoir pour effet une aggravation considérable de la pénibilité du métier en fin de carrière. Bon, c'est pas la peine de faire un dessin longtemps pour imaginer qu'à 64, 65, jusqu'à 67 ans, comment peut-on être en capacité de véritablement exercer une mission de service public en direction des jeunes. Le service public d'éducation a besoin quand même de personnel en forme, capable de pouvoir gérer les situations. Et donc, il est absolument indispensable que, bien sûr, on en revienne à la retraite à 60 ans. Nous, on revendique à la FSU, comme d'autres organisations, bien sûr, le retour à la retraite à 60 ans avec 75% du salaire. Mais il y a des mesures spécifiques qui doivent être prises en compte, comme la prise en compte des années d'études. Et puis, bien sûr, des mesures qui tendent vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis des mesures d'aménagement de fin de carrière, parce qu'il est totalement inconcevable de pouvoir prolonger ainsi la carrière. Voilà, je termine juste pour dire que la force du mouvement, c'est bien sûr l'unité syndicale très forte, je ne développe pas, mais c'est dans ce sens qu'il faut poursuivre, et c'est en restant mobilisés de manière unitaire que nous pourrons combattre cette réforme mortifère. Merci. Merci Maria. Le métier d'enseignant, notre prochain intervenant le connaît bien puisque ses deux parents sont de la profession. Benjamin Lucas, tu es engagé depuis tes 11 ans, tu es fondateur du mouvement politique Génération et député de la 8e circonscription des Yvelines. Tu as dit à Toulouse, on va passer d'une majorité relative à une minorité absolue. Est-ce que tu peux nous présenter ton combat contre cette réforme ainsi que celui de ton mouvement politique? Merci. Merci à toi. Ça fait plaisir à mon moment, notamment là-dessus. Ça ne peut pas faire tout faire tomber. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un grand merci. Moi, je suis très très heureux d'être à Trappes, pas simplement parce que j'arrive en voisin député des Yvelines, mais pour 3 personnes notamment, parce que je dois les plus beaux moments de mon engagement politique à un certain Benoît Hamon, qui n'est pas totalement inconnu ici. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de déposer à l'occasion de cette réforme des retraites un amendement pour faire cotiser les robots, proposition que nous avions portée il y a quelques années déjà. Content d'être ici, très heureux d'être ici aussi parce que vous avez un excellent député, William. Je ne le connais pas depuis que j'ai 11 ans, mais on a mené quelques belles batailles ensemble dans d'autres engagements et avec d'autres casquettes, et j'ai pu dès ce moment-là rencontrer, connaître et reconnaître un vrai militant. Et je crois que c'est la différence d'ailleurs que nous avons avec les macronistes, c'est que nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale comme des militants et fiers d'être des militants. Et donc, on va y revenir, je vais vous parler un peu de la bataille parlementaire. Heureux de défendre des amendements jusqu'au bout de la nuit, de se battre pour changer concrètement la vie de celles et ceux qui en ont besoin quand nous avons en face de nous des gens qui sont un peu des entrepreneurs de la politique, des start-upers de la politique, pas toujours contents de travailler dur à l'Assemblée nationale et qui ne comprennent pas qu'on puisse débattre, avoir des convictions. La preuve, vous en avez un, celui qui est chargé de cette réforme des retraites, Olivier Dussopt,
que moi j'appelle le ministre du Travail, de l'Emploi et du retournement de veste, puisqu'il a fait de cette activité, visiblement assez sportive, une spécialité, et donc c'est en tout cas une fierté de combattre à tes côtés. William, vous avez la chance, le privilège, il faut bien être privilégié quelque part à un moment donné, d'être représenté à l'Assemblée nationale par un député de conviction, de talent, et croyez-moi, il n'y en a que 151 en France, donc appréciez chaque jour ce bonheur-là. Et puis, évidemment, le bonheur d'être ici parce que vous avez un excellent maire. Je le connais aussi depuis quelques années, Ali Rabé, qui est pour beaucoup d'entre nous un modèle d'engagement, de sincérité, de courage aussi, dans les tempêtes, dans les attaques, dans les calomnies, et qui donne à la politique, à l'engagement des élus et des élus locaux notamment, toutes leurs lettres de noblesse. Et là aussi, vous avez une chance incroyable. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un maire comme Ali Rabé, croyez-moi. Alors vous pouvez les applaudir tous les deux parce qu'ils sont, pour ce territoire et bien au-delà, des combattants du quotidien, et nous avons besoin de leur engagement. Alors, je vais dire quelques mots. Moi, beaucoup de chiffres ont été donnés, et je suis certain que celles et ceux qui interviennent après moi en donneront beaucoup. Petit point sur la situation à l'Assemblée nationale. La bataille des retraites, elle est au Parlement. Là, on est à la mi-temps parlementaire, si je puis dire, puisqu'on achève une première semaine, il y en a une deuxième qui arrive. En réalité, elle a commencé le 19 juin dernier, cette bataille. Elle a commencé quand les Françaises et les Français, dans cette circonscription, dans la 8e des Yvelines, dans plus de 150 à travers le pays, ont décidé tout simplement de refuser à Emmanuel Macron les pleins pouvoirs. C'est la première fois depuis des décennies que les Français souverains ont décidé de priver un président de la République nouvellement réélu d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est un fait inédit. Et ils l'ont fait pourquoi? Ils l'ont fait notamment parce qu'ils refusaient qu'il applique son programme, et dans ce programme, notamment le passage de la retraite à 64 ou à 65 ans. Et méconnaître cette réalité-là, moi je le dis comme je le pense, c'est un déni de démocratie. Ce n'est pas démocratique d'appliquer aujourd'hui par des artifices parlementaires. Vous connaissez le 49.3, ils ont déterré un truc qui s'appelle le 47.1. Je rentre pas dans le détail, c'est le même escroquerie démocratique, c'est la même volonté de passage en force. Il n'est pas démocratique aujourd'hui d'imposer aux citoyens, les chiffres ont été rappelés, 7 Français sur 10, 9 actifs sur 10 y sont opposés, c'est-à-dire presque tous ceux, la quasi-totalité de celles et ceux qui vont vivre dans leur chair cette réforme des retraites. Il n'est pas démocratique, même quand on est président de la République, d'imposer au pays une réforme dont personne ne veut. C'est le même déni de démocratie qui les conduit à dire qu'Emmanuel Macron a été élu, réélu en l'occurrence, pour appliquer ce programme, quand on sait très bien que la seule raison pour laquelle Emmanuel Macron a réuni une majorité de suffrages au second tour de la présidentielle, c'était pour faire barrage à Le Pen et aux racistes. Et donc oui, on va tout faire avec William, avec les collègues de la NUPES pour faire de cette majorité relative une minorité absolue, et croyez-moi, on y arrivera plus vite qu'ils ne le pensent. Alors cette bataille, elle a, je vous le disais, commencé le 19 juin dernier, puis elle s'est prolongée dans la rue, avec les mobilisations depuis le 19 janvier, et moi je veux commencer par rendre hommage au Front syndical uni. Parce que l'unité, elle est précieuse politiquement, elle est aussi précieuse dans le Front syndical. Et moi, je suis très fier de voir ces cortèges unitaires, et je veux rendre hommage aussi à celles et ceux, parce qu'ils sont insultés à longueur de plateau télé. Et ils sont insultés tous les jours dans l'hémicycle par les macronistes, à ces grévistes qui perdent une journée de salaire, Ali l'a dit, pour le bien commun et pour l'intérêt général. Et un petit mot quand même sur le blocage, parce qu'on entendait encore cet après-midi avec William des députés macronistes qui disent « vous vous rendez compte, le blocage du pays ». Moi je trouve ça quand même merveilleux que des gens qui passent tout leur temps dans les choix politiques qu'ils font, à fermer des classes et des écoles, à supprimer des moyens pour les services publics des transports, à fermer des services publics, des bureaux de poste, à mettre l'hôpital à l'os, soient les premiers à s'émouvoir que de temps en temps, parce qu'il y a un mouvement syndical, un mouvement social, il y a des trains qui circulent pas, il y a des classes qui soient fermées, ou il y a des services publics qui soient fermés. C'est bien la première fois qu'ils sont intéressés par l'ouverture des services publics. Et ils disent un autre truc, moi, qui me choque à chaque fois, je vous livre cette confidence, c'est, vous savez, le fameux « ce n'est pas la rue qui gouverne ». J'adore cette formule, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse pourquoi? Parce qu'Ali l'a dit tout à l'heure en rappelant un certain nombre d'exemples. Elle contredit toute l'histoire républicaine de notre pays. Toute l'histoire de notre républicaine de notre pays. Qu'est-ce que c'est 36? C'est pas simplement la victoire du Front populaire à l'Assemblée nationale, c'est un mouvement social qui impose au patronat les congés payés, notamment. C'est ça? Qu'est-ce que c'est 95? C'est la rue qui gouverne. Qu'est-ce que c'est le CPE, Ali l'a dit? C'est la rue qui gouverne.
Qu'est-ce que c'est la résistance? Si ce n'est un réveil citoyen, un réveil populaire. Tout ça, oui, la rue gouverne. Et dans une démocratie, et moi je l'assume comme parlementaire, dans une démocratie, c'est évidemment le parlementaire et les députés, et on joue notre rôle. Mais c'est aussi les citoyens, c'est aussi les forces syndicales et sociales. Et il y en a marre de ce mépris, il y en a marre de cette brutalisation de tous les contre-pouvoirs, de tous les corps intermédiaires, que ce soit les syndicats, que ce soit le Parlement, que ce soit les collectivités locales. Ali pourrait en parler des heures. Emmanuel Macron déteste en fait tout ce qui fait vivre une démocratie dans ce pays. Eh bien, nous allons lui rappeler, dans la rue demain, que la démocratie, elle est forte. Et s'ils veulent éviter le blocage, bah c'est simple, hein. Le retrait de la loi. Nous, on sera ravis, on arrêtera de déposer les amendements, puis les camarades, ils feront pas la grève, il n'y aura plus de raison, on aura gagné avec ce retrait, mais on ira chercher ensuite d'autres nouvelles conquêtes, parce qu'il suffit pas de résister à la régression, il y a aujourd'hui beaucoup de progrès sociaux à la conquérir. Je termine rapidement. Je vous parlais du SOPT et du retournement de veste, il y en a un autre aussi qui me plaît beaucoup, on a découvert qu'il existait, c'est le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester. Alors moi j'étais surpris parce que ce monsieur, je le voyais toujours quand il y a les questions au gouvernement, je voyais un monsieur assis à côté d'Elisabeth Borne, et je demandais toujours à mes voisins, mais tu sais qui c'est ce gars-là? On se regardait, non, on ne sait pas, etc. Je dis, il ne me rappelle rien, bon, c'est peut-être quelqu'un qui passait par là, qui a vu de la lumière, qui s'est assis, les huissiers sont sympathiques avec lui, ils l'ont laissé là, bon. Et ben j'ai découvert quand il est allé sur BFM il y a quelques semaines qu'il était ministre des Relations avec le Parlement. Alors ministre des Relations avec le Parlement, pour ça, il faudrait quand même qu'il y ait des relations avec le Parlement. Parce que quand la relation avec le Parlement, c'est vous n'êtes pas d'accord, 49-3, 12 fois de suite. Et puis même pas de débat, même pas d'amendement, rien. Quand la relation avec le Parlement, c'est dire le Parlement ne sert à rien sur la réforme des retraites, on passe en force, bon, ben, il est peut-être ministre du Parlement, mais pas des relations. Et donc ce monsieur, il a dit deux choses très justes. Et je le remercie d'ailleurs, plein de sincérité. D'abord, il a dit cette réforme, elle va pénaliser les femmes. Nous, on le disait, bon, bah, il l'a reconnu. Et puis hier, il a dit, mais nous, on n'a jamais dit à personne qu'on allait payer tout le monde 1200 €. Alors là, il a menti. La première fois, il a dit la vérité. La deuxième fois, il a menti. Et en fait, il contredit lui-même ce que le gouvernement disait. On voit bien l'enfumage généralisé. Donc moi, je vous invite la prochaine fois à faire une réunion publique avec Franck Riester. Ça permettra d'y voir clair sur les intentions réelles du gouvernement. Et d'ailleurs, je dis ça, mais avec William, on a proposé il y a quelques jours, quelques semaines, à tous les députés des Yvelines, on n'est que 2 de gauche contre 10 de droite, on a proposé à tous les députés des Yvelines, bah, venez dans nos réunions publiques, expliquer votre réforme. Par ailleurs, plus ils font de la pédagogie, plus les gens comprennent, plus ils rejettent la réforme. Donc nous, on est vraiment ravis pour les accueillir. Puis alors, bon, il y en a, ils se sont planqués sous la table, ils ont dit, oh là, je peux pas, problème d'agenda, etc. Carl Olive, il avait karaoké, voilà, bon. Et alors, il y en a une, moi, je trouvais ça fabuleux, c'est Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, qui elle a pris la peine de nous répondre par presse interposée, et elle a dit, je ne cède pas aux injonctions de l'extrême gauche. Ah, la belle réponse. Alors, je vous le dis, hein, nous, on n'a aucune leçon à recevoir d'extrémisme de la part de quelqu'un qui a organisé l'élection de 2 vice-présidents d'extrême droite au vice-président de l'Assemblée nationale. Absolument aucune. On n'a aucune leçon de démocratie à recevoir de quelqu'un qui a tripatouillé le règlement de l'Assemblée nationale pour offrir au RN, qui est son opposition de confort, parce qu'ils n'ont absolument rien à dire sur les retraites, le fait d'avoir la motion référendaire l'autre jour. Donc il y a dans ce débat parlementaire en fait 2 éthiques parlementaires, si je puis dire. Je mets le RN à part, il ne sert vraiment à rien. Puis un jour, je raconterai la discussion que j'ai eue avec une représentante du MEDEF qui m'a expliqué pendant 1 heure, en aparté avant un débat télé, c'était pas un dîner, hein, voilà, c'était pas des vacances, un truc amical, non, c'était avant de faire un débat, et une représentante du MEDEF qui me dit, j'imiterai pas l'accent, qui me dit, elle est vraiment géniale, Marine Le Pen, parce que moi, elle m'a dit, hein, vous savez, dans son programme, elle dit la retraite à 60 ans, mais elle m'a assuré qu'elle toucherait pas à la réforme, en vrai. Hein. Parce que quand même, le RN, il veut être bien avec les chefs d'entreprise, avec le grand patronat. Bref, parenthèse. Donc je parle pas du RN, ils servent à rien, à part à nous insulter une fois de temps en temps, pour dire la NUPES, ils sont obsédés par nous, c'est parce qu'ils ont bien compris qu'à la fin, ce serait eux ou nous, et que nous, on pense que ce sera nous. Et donc, le RN, je le mets à part. Et donc, les macronistes, je l'ai dit, c'est passage en force, c'est réduction maximum du temps de débat. Ça, ils aiment pas le débat au Parlement, parce qu'en fait, ils ont plus grand chose à dire. Et donc, notre exemple, je vous parlais tout à l'heure des services publics, d'un seul coup, ils aiment ouvrir, bah, le travail du dimanche. Nous, on a dit avec les collègues, là, oui, ce week-end, ben nous, pour gagner 2 jours de débat en plus, pour parler de la question des retraites, pour parler de l'emploi des seniors, pour parler des pensions, pour parler de l'âge légal de départ à la retraite, nous, on est prêts à venir samedi, dimanche, jour et nuit. Ben, c'est la première fois de leur vie qu'ils sont contre le travail du dimanche, les macronistes. Marrant, hein? Là, ils ont changé d'avis d'un coup. Bon, mais nous, on est prêts à mener cette bataille-là. Et alors, ils nous disent, mais vous imaginez, vous faites de l'obstruction. Hein. D'abord, nous, on assume. Moi, j'assume complètement qu'il y a autant d'amendements qu'on a déposés, peut-être même pas assez,
qu'il y a de souffrance engendrée par cette réforme. Il y a autant d'amendements qui sont déposés qu'il y a de témoignages qu'on reçoit tous les jours de gens qui disent « Voilà ce que j'aimerais faire à 60 ans plutôt que d'aller mourir au travail. Voilà, j'avais prévu mon taux de départ en retraite et à cause de cette réforme, je vais devoir le reporter de 2 ans. » Voilà ce qu'on entend tous les jours. Donc il y a autant d'amendements qu'il y a de souffrance et nous on assume, ça s'est toujours vu dans l'histoire du Parlement. Et en plus, ils nous disent après, si on étudiait tous vos amendements, il faudrait 4 mois de travail. Oh, 4 mois. Mais qu'est-ce que c'est 4 mois de travail au Parlement à côté de 2 ans de vie volée à tous les Français? C'est rien du tout. Nous, s'il faut y passer 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on est prêt à le faire, tout pour bloquer cette réforme, évidemment. Et je termine. Juste avant de terminer, un autre exemple, parce que je parlais de la représentante du patronat, et après, j'ai encore une minute. Encore une minute. La même, parce qu'elle m'a bien plu, celle-ci. Moi, je lui explique, elle dit, mais c'est quoi votre projet de société? Je dis, bah nous, c'est travailler mieux. Bon, conditions de travail, la médecine du travail, vous voyez, tout ce qu'ils ont démantelé, etc. La lutte contre la pénibilité, etc. C'est travailler mieux, pour travailler tous, et pour ça, on pense qu'il faut travailler moins. Oui, travailler moins, c'est le partage du temps de travail, c'est le sens, je citais 36 tout à l'heure, j'aurais pu citer, parce qu'ils ont cité Jospin, comme si la gauche plurielle, c'était l'allongement du temps de travail, alors que c'était la réduction, comme si c'était le traquage des allocataires du RSA comme ils le font, alors que c'était la CMU, bref. Je dis, non, oui, on assume, nous, on veut partager le temps de travail, on veut travailler moins. Elle dit, ah, elle pensait me coincer, là. Donc vous êtes pour le droit à la paresse. Bah oui, bah bien sûr. Mais qui c'est les paresseux aujourd'hui dans la société? Qui c'est les paresseux? Les rentiers? Les héritiers? Ceux qui gagnent de l'argent en dormant? Ceux qui bénéficient sans rien demander, sans rien faire, de tous les cadeaux fiscaux, les milliards qu'Ali a cités. Le premier poste de dépense de l'État aujourd'hui, c'est les cadeaux aux grandes entreprises sans aucune contrepartie. C'est plus que l'éducation nationale, c'est plus que l'armée. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est eux les paresseux. Il y en a marre de ce discours qui vise toujours à ce qu'on stigmatise ceux qui disent, à ce qu'on insulte, ceux qui disent, moi, après une vie de travail, en fait, j'ai envie de partir à la retraite à 60 ans pour me reposer ou pour me réparer, parce que j'en peux plus. Et ceux-là, on va les traiter de paresseux. Ceux qui disent, moi, je veux pas travailler le dimanche parce que je veux passer du temps avec mes gamins, ceux-là, c'est les paresseux. Mais qui demande à Bernard Arnault ce qu'il fait avec son jet privé? Qui demande à François Pinault ce qu'il fait avec son jet privé? Qui demande à Elon Musk ce qu'il fait avec son Twitter? Personne. Parce que quand vous êtes riche, en fait, dans ce pays, vous avez le droit, dans ce monde, vous avez le droit à une vie privée. Quand vous êtes pauvre, vous n'en avez pas le droit. Et dès que vous allez toucher 20 balles d'allocation, on va vous dire, mais t'es sûr que t'en fais un bon usage? T'es sûr que t'as pas un écran plat? Et ton allocation de rentrée scolaire? Ça suffit. Et alors, parce qu'on est, et c'est par ça que je termine, on est au fond, il y a des batailles de chiffres. Pour moi, le débat sur les retraites, la question des retraites, c'est pas une question économique, c'est pas une question comptable, c'est même pas seulement une question sociale, c'est une question morale. Parce que oui, nous on assume totalement qu'il est immoral, profondément immoral, que pendant que certains, une infime minorité de privilégiés, accumulent les richesses, s'accaparent les ressources, à des niveaux jamais atteints, les plus riches de notre pays sont plus enrichis en quelques mois de pandémie qu'en 20 ans. Ils ont plus bénéficié des politiques publiques de Macron que n'importe qui, même pendant le Covid. C'est immoral qu'ils continuent à s'enrichir pendant qu'on vole aux Français 2 ans de vie, 2 ans de vie en bonne santé, 2 ans de bonheur, 2 ans de repos. Alors on va se battre, on va les faire battre en retraite, et après, ensemble, on ouvrira un nouveau temps de conquête. Bravo, merci beaucoup, Laurent. On va accueillir Joël Djegouzo, qui est trésorier fédéral du PCF 78, s'il vous plaît. Et de la 8e circonscription également. On est ensemble avec Benjamin Lucas. Comment ça, eux? Ça veut dire quoi? T'es pas avec Benjamin Lucas, toi? Ah bon? Belle bataille quand même, hein. Dans la rue, il y a du monde et j'espère que demain, il y aura encore beaucoup plus de monde. Je sais que beaucoup d'entre vous viendront et c'est très bien. Alors, moi, je suis capable de vous faire 2 heures. Beaucoup plus que Benjamin et Ali. Mais il y en a qui me connaissent ici. Hein. Mais j'ai écrit. Donc, je m'en... Il fera que 1h30. Voilà. Je vais rester qu'à mes 5 minutes. Je vais dépasser d'1 minute, je suis désolé. Hein. On m'a demandé 4. Donc d'abord, avec mes amis communistes, je ne peux que me féliciter de cette union si précieuse, et elle est précieuse, tant au niveau syndical que politique, à gauche. Cette union est précieuse car elle s'affronte à un enjeu fondamental. Avec cette réforme d'allongement de l'âge de la retraite,
un enjeu qui va à l'encontre des besoins humains. Avec ce projet, nous sommes face à un recul de civilisation, accentué par l'ubérisation grimpante de la société. Ainsi va le système dans lequel on vit, et on l'a dit tout à l'heure, où les inégalités ne cessent de progresser, où le CAC 40 crève encore les plafonds en 2022, et je ne citerai pas de chiffres, vous les avez cités avant moi, et ça malgré la pandémie qui a meurtri la France et les populations. Les dirigeants de la finance et les multinationales touchent chacun des millions, que dis-je, des milliards d'euros, comme le révélait le journal L'Humanité la semaine passée. Ce sont eux, les chantres du capitalisme, qui nous chantent l'air du « on n'y peut rien, on va devoir travailler plus et plus longtemps ». Au service de ce système et de ses représentants, Emmanuel Macron s'oppose à une très grande majorité de Français dans une volonté de retour en arrière, car c'est un véritable retour en arrière. On nous dit que c'est nous qui retournons, non, non, c'est bien eux. Ce système, il faut appeler un chat et le capitalisme par son nom. C'est bien le capitalisme qui est heurté par ces millions de manifestants qui défilent si justement pour la retraite à 60 ans depuis plusieurs semaines. Les richesses émanant du travail seraient-elles accaparées par les actionnaires si les travailleurs étaient libres, souverains et décideurs? Sûrement pas. Les types de services ou de production ne seraient-ils pas plus efficaces pour la société et soucieux de l'environnement s'ils étaient décidés par les travailleurs eux-mêmes? Sûrement. L'organisation et les conditions de travail ne seraient-elles pas en phase avec du bien-être et le plaisir de travailler que le plus grand nombre, malheureusement, de travailleurs ont perdu? Sûrement. On rentre dans une période où, comme le disait Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Eh oui, on peut valoriser Mandela, ce combattant pour la liberté, mais aussi pour une autre société. Le travail doit retrouver un sens et non ne plus être soumis à l'arbitraire du profit et du management déshumanisé. Quant à la retraite, un temps utile pour soi, pour les autres et pour la société, elle correspond déjà aujourd'hui à un temps libéré des contraintes du capital, tout comme les services publics, les droits du travail, la sécurité sociale qu'on a citée tout à l'heure, et pour un bout, l'économie sociale et solidaire. Tous ces domaines sortis du marché dont le capital ne peut pas tirer profit, on ne doit pas que les défendre, mais les élargir pour trouver le chemin du commun vers une société de l'humain. Je pense aussi au féminisme, à l'antiracisme, à la lutte contre l'homophobie, toutes ces luttes essentielles qui vont à l'inverse de l'essence même du capitalisme. Un des objectifs de Macron, au service des grands patrons, de leurs actionnaires et des plus riches de ce pays, c'est de mettre la main sur les 346 milliards de cotisations de retraite qui échappent chaque année au privé. Patrick Pouyanné, vous avez entendu parler de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, ce pauvre PDG, au bénéfice record, on l'a dit tout à l'heure, de 19,5 milliards d'euros, ne s'en cachait pas hier en indiquant dans le Parisien, et oui, ça m'arrive, je lis le Parisien, voilà, je ne sais pas s'il y a un journaliste du Parisien dans la salle, on vous fait de la pub. Hein. Donc, il indique dans le Parisien vouloir développer la retraite par capitalisation. Au moins, lui, il avoue. Comme certains ministres, hein, Benjamin Lucas. Une manne financière qui ne sert que les possédants, tels les fonds de pension, et qui font prendre des risques
aux retraités. Rappelons-nous ces fonds de pension américains à force de spéculation et de chute des cours ont ruiné des centaines de retraités américains avec la famille d'Enron ou de la ville de Détroit. Eh bien, nous voulons opposer notre volonté non seulement de conserver ce conquis social que beaucoup d'autres populations mondiales nous envient, mais surtout d'en élargir à tous les aspects. Retraite à 60 ans, voire moins, selon les spécificités, et les cheminots en sont une. Pension permettant de vivre dignement comme une continuité du salaire. Accès aux soins pour une bonne santé le plus longtemps possible et une espérance de vie en progression. Avec le contre, nous devons porter le pour, à gauche, avec notre diversité. Nous pouvons ensemble travailler avec les populations, avec vous tous, avec nous tous, le projet d'une civilisation où l'humain compte plus que tout. L'espoir doit renaître. Merci, l'espoir doit renaître. Merci pour le Parti communiste français. Un autre parti de la NUPES est représenté juste après par Dieynaba Diop, qui est conseillère régionale Île-de-France, qui est maire adjointe des Mureaux et qui est porte-parole nationale du Parti socialiste. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît? Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir que d'être là avec vous ce soir parce que j'ai une affection particulière pour la ville de Trappes. Pas seulement parce que Ali est un de mes vieux camarades, puisque quand j'ai commencé en politique, nous étions alors dans le même parti, mais parce que j'ai la cousine de ma grand-mère qui vit ici, et donc j'ai pris l'habitude, petite, de venir en vacances à Trappes. Donc c'est vrai que je suis très heureuse d'être là. Comme on vous l'a indiqué, je suis donc socialiste, et je peux vous assurer que moi, ma fierté, aujourd'hui, une de mes fiertés, c'est de savoir que tous les partis politiques de gauche et que les 150 députés que nous avons fait élire à l'Assemblée nationale travaillent de concert et d'arrache-pied, ne lâchent rien contre cette réforme injuste et brutale. Et moi, je peux dire que après toutes ces périodes que nous avons traversées où, à gauche, on a passé plus de temps à se chamailler, à se taper dessus, qu'à construire un monde qui soit profitable, durable et meilleur pour les autres, et ben ça fait du bien de retrouver un peu de cohésion à gauche. Beaucoup a été dit sur cette réforme des retraites. Moi, je voulais vous parler d'un aspect qui, moi, me paraît primordial. Ce que nous refuse aujourd'hui ce gouvernement, c'est le droit, tout simplement, de pouvoir vieillir en bonne santé et de profiter des siens. Moi, je suis fille d'ouvrier. Mon père a été ouvrier chez Renault pendant plus de 25 ans à la chaîne. Et je l'ai vu jour après jour s'abîmer. Parce que ce travail était autrement plus difficile. Alors il s'est battu pour que sa fille puisse faire des études. Moi j'ai eu la chance d'aller à l'université. Aujourd'hui je suis enseignante. Et je me dis, déjà pour moi, envisager d'être prof jusqu'à 67 ans, parce que ma collègue l'a rappelé, j'ai fait des études, donc j'ai commencé, j'avais 24 ans, je fais partie de ceux qui normalement doivent partir à la retraite à 67 ans. Je me dis déjà 67 ans, devant élèves en lycée pro, ça va être rock'n'roll. Mais imaginez, lorsque vous êtes une infirmière qui travaille en horaire décalé, quand vous êtes une aide-soignante qui va au domicile de vos patients et que vous les transférez, quand vous vous levez, tous ces premiers de corvée qui prennent les trains, les RER à 5h, 6h du matin, tous ceux qui les conduisent et qui permettent aux gens de pouvoir se déplacer, tous ceux qu'on a applaudis pendant la pandémie, et ben aujourd'hui on vous dit, ben en fait c'était sympa, mais vous allez bosser 2 ans de plus, alors qu'on n'en a pas besoin. L'argent, Ali l'a très bien démontré, il existe. Il y a d'autres solutions. Quand on parle des milliardaires, il y a un truc tout simple à faire. Vous ponctionnez 2%. J'ai pas dit 10, j'ai pas dit 15, c'est 2% de leurs profits et vous financez notre système de retraite.
Lorsqu'il a été s'agit de sauver les banques, on a trouvé 140 milliards. Et quand il s'agit de sauver des vies, parce que ce n'est rien de moins que ça, on ne peut pas trouver 12 milliards. Moi, je dis que c'est de l'hypocrisie. On va toujours taxer les plus pauvres. On va toujours taxer celles et ceux qui font la richesse de ce pays. Et moi, je crois qu'il est important de souligner, et je remercie les syndicats pour le front qu'ils présentent, parce que, comme je suis porte-parole, j'ai été souvent sur les plateaux télé, et ils me disent « Mais vous savez, la Macronie vous regarde avec leur joli col roulé, parce que c'est un peu le dress code en ce moment. » Et ils vous disent « Non, mais vous êtes des gens, vous voulez, ce que vous voulez, c'est appauvrir les retraités. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va baisser les pensions. » Et j'ai envie de leur dire « Arrêtez de nous mentir. Vous le faites déjà. Vous le faites déjà parce que lorsque vous prétendez que vous allez promettre 1200 € et qu'ensuite vous dites « Ah ben non, on n'a pas dit ça. Il n'y aura pas 1200 € garantis à tout le monde. » Quand vous dites à une femme qui a eu une carrière hachée, qui est souvent à temps partiel, parce qu'elles font des ménages à 4h, 5h de chez elles, que du coup elles ont des horaires qui sont coupés, qu'elles repartent le soir parce qu'elles font les bureaux, etc. Que ces femmes-là, vous leur dites, ben en fait, au lieu de partir, vous allez être obligés de rester 2 ans de plus, eh bien c'est de la bonne santé que vous perdez. Parce que la vérité, c'est celle-là. Ce recul de l'âge à la retraite, c'est un impôt sur la vie. Eh bien moi, je dis que après cette pandémie, ce qu'on a vu, ce qu'on a réalisé, c'est que notre vie, c'était pas seulement de travailler. Et la retraite, en fait, c'est garder cette vie pour pouvoir protéger les siens, profiter aussi, quand on a des enfants, des petits-enfants, pouvoir se dire qu'on peut aussi donner du temps autrement pour être bénévole, être utile à la société et pas seulement enrichir celles et ceux qui amassent des milliards. Alors, je vous le dis, nous serons dans la rue demain et tous les jours qu'il faudra. Dites-le autour de vous. Le seul moyen de faire reculer ce gouvernement, c'est vous. Plus nous serons nombreux dans la rue, plus nous serons nombreux à dire non à cette réforme, et plus vite nous obtiendrons le retrait. Alors, ensemble, camarades, faisons reculer ce gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneva. On continue avec Baptiste Gentil, secrétaire général CFDT, Santé Sociaux des Yvelines. Bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. Je tiens à remercier Monsieur le maire et Monsieur le député de m'avoir invité ce soir. Alors, comme vous le savez, la CFDT, nous, on n'a pas forcément l'habitude de venir à des meetings politiques, mais je suis quand même ravi d'être là parmi vous ce soir, parce que ce que l'on voulait montrer, c'est vraiment cette unité aujourd'hui qu'on a de tous manifester contre la retraite et aux 64 ans, unité que l'on partage avec l'ensemble des syndicats, avec l'ensemble des Français aujourd'hui. Donc moi je suis secrétaire général de la CFDT Santé Sociaux des Yvelines, donc tout ce qui gère les hôpitaux, qu'ils soient publics, privés, les crèches, les laboratoires, les maisons d'enfants à caractère social, tout ce milieu-là. Donc milieu où on oublie de parler surtout de la pénibilité du travail, que ce soit des femmes de ménage, des brancardiers, des infirmières. Les infirmières, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu, mais on s'est réveillé pendant la pandémie. Donc oui, il y a les infirmières, les aides-soignants, toute cette pénibilité, on l'oublie. Aujourd'hui, travailler 2 ans de plus pour ces personnes-là, pour notre secteur, ce n'est pas possible. C'est une injustice incroyable. C'est une injustice pour l'ensemble de ces personnels-là qui ont une pénibilité au niveau des burn-out, qu'ils ne peuvent plus. Et on les met maintenant, aujourd'hui, en inaptitude. Ils ne peuvent plus aller travailler. Mais ces personnes-là, elles ne peuvent plus travailler, elles ne profiteront pas de leur retraite. Et où est-ce qu'on va les mettre? Eh bien, c'est la sécurité sociale qui va les prendre en charge. Donc ça va faire des surcoûts qu'on oublie de parler. Donc, économiser d'un côté, non, il n'y a pas d'économie, il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, c'est une injustice vraiment pour tous. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on est tous dans la rue. Il y a déjà eu 3 manifestations, il y en a une demain. Nous, on vous invite tous à venir nous rejoindre. C'est important de montrer qu'on est tous là pour montrer vraiment qu'on est en désaccord total avec cette retraite. Alors, vous allez dire, oui, la CFDT, on est pour une réforme des retraites. Oui, effectivement, on veut une réforme des retraites, mais une réforme des retraites qui soit juste pour l'ensemble des Français et pas que pour une petite minorité.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Notre prochaine intervenante est Éléonore Schmidt, qui est secrétaire nationale de l'Alternative, la fédération des syndicats étudiants. Éléonore vient de Strasbourg, c'est une des leaders principales du mouvement étudiant. Elle a donné un souffle jeune à cette mobilisation en appelant les organisations de jeunesse à manifester le 21 janvier. Éléonore, est-ce que tu peux nous donner la voix de la jeunesse ? Merci Cassandre pour cette présentation et merci beaucoup de m'avoir invité ce soir pour parler justement de la mobilisation de la jeunesse et l'importance qu'elle a aujourd'hui dans cette bataille. Vous l'avez vu sûrement passer et puis ça a été dit, le mouvement étudiant il commence à gonfler, il commence à prendre de l'ampleur. Mardi, on était 180 000 jeunes dans toutes les rues de France. Mes camarades de l'UY peuvent le confirmer. À VSQ, dans la région parisienne, ces manifestations-là, elles prennent également de l'ampleur. Mardi, 15 facs étaient bloqués. À Tolbiac, donc Paris 1, à Besançon aussi, à Toulouse, à Rennes 2, à Poitiers, tout était bloqué. Et le 16, on remet ça partout en France, avec aussi les lycées. 200 étaient bloqués ce mardi, et on compte bien faire augmenter ce chiffre jusqu'au retrait de la réforme. Si la jeunesse elle est mobilisée aujourd'hui, c'est parce que cette réforme, on va aussi en être les premiers impactés pour plusieurs points. Ça a été dit avant moi, en allongeant la durée de cotisation, aujourd'hui ça touche justement les étudiants, puisqu'on sait qu'en fait l'accès au premier emploi il se fait en moyenne à 27 ans et qu'on finit nos études en moyenne vers 22-23 ans. Donc finalement, nous, la question, ce sera même pas la retraite à 62 ni à 64 ans. On ne sait même pas quand est-ce qu'on partira, ce sera à 67, voire plus au vu des réformes qui risquent d'arriver par la suite. Le deuxième point, c'est que Macron, ce qu'il a organisé ces 5 dernières années, c'est une sorte de bizutage social pour les étudiants, pour les jeunes, pour accéder au premier emploi, avec du coup des stages, par exemple, des services civiques, l'apprentissage aussi, qui en fait ne sont même pas comptabilisés dans le calcul des retraites. Et puis troisième point, cette réforme elle nous touche aussi parce qu'aujourd'hui on a 18% des jeunes qui sont au chômage et avec cette réforme-là, du coup ça va juste créer une concurrence entre les seniors et entre les jeunes pour savoir qui va avoir le droit à avoir un emploi et à pouvoir sortir de la précarité. En plus de tout ça, aujourd'hui on a un gouvernement qui dit faire cette réforme pour nous, en notre nom, pour notre avenir, alors que ce sont les mêmes qui hier se sont précipités à l'Assemblée pour empêcher tous les étudiants de manger à leur faim et qui nous enferment dans une forme de précarité à vie avec cette réforme. De l'hypocrisie de ces gens qui nous disent que justement en mettant le repas à 1 euro pour toutes et tous, ça créerait des inégalités, ça permettrait que le petit-fils de Bernard Arnault puisse manger au Crous comme s'il y allait, alors que justement ce sont ces gens qui font des cadeaux aux plus riches jour après jour, comme ça a été dit justement, très justement avant moi. Le seul bilan en fait de ce gouvernement pour l'université, c'est d'avoir éradiqué les pauvres de l'université avec la sélection, avec la menace de la hausse des frais d'inscription, plutôt qu'éradiquer la précarité de l'université. Comme je vous le disais, le mouvement de la jeunesse, il prend de l'ampleur. En des lycées, les lycéens, les étudiants, ils commencent à s'organiser. Aujourd'hui, il y avait des AG qui étaient organisés. Hier, il y avait par exemple, du coup, à Strasbourg, une opération rue gratuite pour permettre aux étudiants de manger à leur faim. Et cette mobilisation, elle va continuer. Demain, dans la rue, on sera des centaines de milliers. Les macronistes l'ont avoué en plus aujourd'hui dans la presse, que la jeunesse bloque, c'est leur hantise. C'est pour ça que là, ils vont repousser notamment le SNU. Et ils ont tellement peur d'ailleurs qu'ils n'hésitent pas à réprimer brutalement la jeunesse avec la matraque, avec les gaz lacrymaux ou encore avec les charges de CRS comme ça a été le cas dans plusieurs universités. Du coup, j'espère vous avoir convaincu que la jeunesse, elle peut être le point de bascule du mouvement, elle peut le faire monter en radicalité. Ça a déjà été le cas effectivement avec le CPE, avec aussi 2016, la loi travail, on a des bons représentants ici pour le raconter. Aujourd'hui, ce qui nous est proposé finalement, c'est des politiques de casse sociale. C'est une politique pour la jeunesse qui finirait soit à Pôle emploi, soit aux banques alimentaires. Et c'est pour ça que la jeunesse, elle est mobilisée et qu'elle se mobilisera jusqu'au retrait de cette réforme. Ça a été dit, on a une unité syndicale, une unité politique qui sont historiques. Tout le monde est contre, les chiffres le montrent, tout le monde le sait. Maintenant, il faut qu'on s'organise dans nos lieux d'études, dans nos lieux de travail,
pour faire en sorte d'avoir une grande mobilisation la plus massive possible. Donc je vous invite toutes et tous à aller tracter, à aller vous organiser dans vos lieux de vie, vos lieux de travail, vos lieux d'études, et à venir en nombre, du coup, demain à 13h, si je ne me trompe pas, place de la République, parce que je ne suis pas à local, place de la République à Paris, pour avoir un grand déferlement populaire, et remettre ça aussi le 16 février, et toutes les dates suivantes. Merci beaucoup. Merci Elena. Merci et bravo pour ton bel engagement et la voix de la jeunesse que tu portes intelligemment. Merci à toi. On enchaîne avec notre prochain intervenant, des bancs de l'UVSQ, où il a été le principal dirigeant du syndicat étudiant pendant ses études, au banc de l'Assemblée nationale, où il a le bonheur de représenter les habitants de la 11e circonscription des Yvelines en tant que député. William Martinet a toujours été engagé dans de nombreuses causes, la lutte contre le sans-abrisme, la lutte contre le mal-logement, et il est en première ligne dans la lutte contre la réforme des retraites. Je vous demande d'accueillir sans plus attendre notre député de la 11e circonscription, William Martinet. Merci madame. Alors chers amis, vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Alors bien sûr parce que je suis dans la belle ville de Trappes, administré par un camarade que je connais depuis maintenant une dizaine d'années à l'IRAB. Je suis heureux d'être là, bien entendu, parce que je suis avec mes camarades de la NUPES. Voilà, là aussi ça me fait bien plaisir d'être avec vous, parce que je suis entouré de syndicalistes qui sont en plein dans la lutte. Mais surtout parce que ça me permet d'échapper l'espace de quelques heures aux macronistes avec lesquels on ferraille avec Benjamin depuis le début de la semaine. Vraiment, et je le dis en rigolant, mais en fait c'est très sérieux. Vous savez que être face aux macronistes au sein de l'hémicycle, c'est affronter l'arrogance, le mépris social, l'agressivité, bref, tout ce que politiquement le macronisme incarne, nous l'avons face à nous tout au long de nos débats parlementaires. Et je vais commencer mon propos en évoquant un événement là qui a eu lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui me paraît grave. Et qui explique pourquoi, d'ailleurs j'en profite, qui explique pourquoi Daniel Obono, l'autre parlementaire du groupe France Insoumise NUPES qui devait nous rejoindre ce soir, ne pourra pas le faire. Je vous explique. Un de mes collègues parlementaires, Thomas Porte, député de Seine-Saint-Denis, a publié il y a quelques jours un tweet avec une photo où il était à un rassemblement à l'appel du syndicat des inspecteurs du travail. Et dans ce rassemblement, il y avait, tradition carnavalesque, un chamboule-tout avec des ballons sur lesquels il y avait la tête de différents ministres du gouvernement, et je crois aussi d'Emmanuel Macron. Donc des choses qu'on a déjà croisées peut-être 100 fois dans les rassemblements, les manifestations, les événements festifs, revendicatifs. Thomas, donc mon collègue député, s'est pris en photo à côté d'un de ces ballons, je crois que c'était la tête d'Olivier Dussopt qui était. On peut trouver ça de bon goût, de mauvais goût, c'est un débat, discutons-en. Mais ce qu'ont fait les macronistes, à l'appui du Rassemblement national, c'est de monter en épingle cet événement, de bordéliser, je reprends le mot de Gérard Darmanin, mais cette fois, c'est eux qui ont fait ça, qui ont bordélisé les débats dans l'hémicycle aujourd'hui, jusqu'à la conclusion de tout ça, c'est de voter avec le Rassemblement national, macroniste et Rassemblement national, l'exclusion 15 jours de mon collègue Thomas Porte de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous mesurez la gravité et l'entrave démocratique que ça représente. Et est-ce que vous vous souvenez qui est la dernière personne, le dernier député qui a été exclu 15 jours de l'Assemblée nationale? Voilà, c'est le facho de Fournas, député du Rassemblement national, qui s'était permis quand mon collègue Carlos Bilongo intervenait aux questions au gouvernement. Carlos évoquait la question des migrants qui mouraient en mer Méditerranée. Voilà, de Fournas s'était permis de dire « retourne en Afrique ». Et il avait été sanctionné de 15 jours d'exclusion. Et là, ce que fait la Macronie, c'est organiser une symétrie entre un propos raciste, abject, tenu par un député d'extrême droite, et le tweet qu'a fait mon camarade Thomas Porte.
C'est absolument détestable. Alors je le disais, c'est pour ça que Danielle a préféré, elle a bien raison, rester à l'Assemblée nationale pour mener la bataille sur cette question ce soir. Mais je le dis avec gravité parce que ça représente ce qui se passe dans l'Assemblée nationale et surtout ce qui se passe dans le pays. Les macronistes, ils ne se battent pas à la loyale. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour nous casser. Et la condamnation, l'exclusion 15 jours de Thomas Porte de l'Assemblée nationale, c'est pour essayer de nous briser. C'est pour essayer d'intimider les députés de la NUPES qui mènent l'opposition à cette réforme des retraites. C'est pour essayer de faire qu'on se taise. Ils le font à l'Assemblée nationale, mais cette répression, ils vont aussi la faire dans le mouvement social. Plus nous allons monter haut, plus nous aurons des grèves, plus le gouvernement sera sous pression, plus ils essaieront de faire la même chose, de nous briser, de nous casser. Et je voulais commencer mon propos par ces termes un peu graves pour dire que face à ça, nous avons une exigence absolue, c'est de solidarité entre nous. Solidarité entre camarades de la NUPES, solidarité avec les syndicalistes, solidarité du peuple français qui ne doit pas se laisser intimider par la Macronie, parce qu'elle ne nous fait pas peur et nous ne lâcherons rien et nous battrons jusqu'au bout pour obtenir le retrait de cette réforme des retraites. Alors, cela étant dit, justement, la bataille contre la réforme des retraites. On a tous conscience du moment historique dans lequel nous sommes. J'espère que vous en avez conscience. Ce mouvement historique, il a été ouvert, c'était le 19 janvier, une manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Cette intersyndicale rassemblée, l'unité syndicale, ça faisait 10 ans, un petit peu plus. C'était quoi? C'était 2010? Ouais, c'est ça, c'était 2010, la dernière fois qu'il y avait une telle unité syndicale. Elle a eu lieu. Unité politique aussi, celle de la NUPES, on en a parlé tout à l'heure. Unité syndicale, unité politique, unité du peuple français aussi, parce que la Macronie a quand même réussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ont unifié le peuple français contre eux, mais ils ont unifié le peuple français parce que 93% des actifs, c'est-à-dire celles et ceux qui travaillent, sont opposés à cette réforme des retraites. Et bien cette unité syndicale politique du peuple, elle a permis de faire que dès le 19 janvier, avec 2 millions de personnes qui ont défilé dans la rue, c'est ouvert, c'est engagé, cette bataille politique et syndicale absolument historique. C'est une bataille, je disais, du peuple français rassemblé contre cette Macronie qui est minoritaire, qui est radicalisée dans sa volonté d'imposer son projet néolibéral, et la réforme des retraites n'en est finalement qu'une expression. Et cette bataille extrêmement puissante que nous sommes en train de mener, elle est historique. Pourquoi? De par son ampleur, c'est certain. Mais elle est historique dans le sens où le résultat de cette bataille va déterminer l'histoire dans les années qui viennent. Si nous perdons, je le dis tout de suite, les choses seront compliquées. Puisque cela veut dire que la Macronie va pouvoir continuer à dérouler son projet néolibéral et après avoir cassé les retraites, s'attaquera à ce qui reste encore de la sécurité sociale, ce qui reste encore de ce qu'a construit le Conseil national de la résistance à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais à l'inverse, si nous gagnons, c'est une inversion du rapport de force absolument exceptionnelle qui nous permettra là d'engager des luttes en positif et de réussir à obtenir de nouveaux droits. C'est tout ça qui se joue dans la bataille que nous menons. Alors moi, je vous le dis, je suis optimiste. Parce que le tableau que j'ai dressé, notamment cette unité syndicale, politique et populaire, elle nous donne de l'espoir. On est sans doute plusieurs ici à mener souvent les mouvements sociaux, à aller souvent en manifestation, à faire grève quand on le peut, et parfois engager des batailles en sachant que bon, c'est pour le témoignage, c'est pour le principe qu'on se bat, mais qu'à la fin, ça sera dur de gagner. Là, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous ne sommes pas engagés dans une bataille de témoignage. Nous sommes engagés dans une bataille que l'on peut gagner. Et cet espoir-là, moi, mon sentiment, c'est qu'il est en train de naître dans le peuple français. Et ça, c'est très important. C'est ça qui est le plus puissant. C'est ça qui est le plus dangereux pour les macronistes. Ce dont ils ont peur, c'est de la contagion de l'espoir. Que les gens se disent non seulement je suis contre cette réforme des retraites, mais que les gens prennent confiance, qu'ils relèvent la tête, qu'ils manifestent, qu'ils fassent grève, qu'ils se disent je peux faire plier Macron. Alors si j'ai qu'un seul message à vous donner ce soir, c'est que justement ce message d'espoir, à la sortie de ce meeting, faites-le circuler. Dites autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à votre famille,
dites autour de vous, il y a de l'espoir, nous pouvons faire gagner, nous pouvons faire plier Macron, nous pouvons retirer cette réforme des retraites, c'est le plus important à dire. Dites-le, notamment dans cette bête ville de Trappes, qui, je le disais tout à l'heure, est une ville populaire. Je crois que faire ce meeting, alors nous le faisons ici, évidemment parce qu'on est très bien accueillis par le maire, ce qui est toujours un avantage quand on organise des événements. Mais nous l'avons fait aussi, ce meeting, ici, parce que la ville de Trappes a une symbolique extrêmement importante. À Trappes vivent les travailleurs essentiels. Ces femmes et ces hommes qui sont auxiliaires de vie, aides-soignantes, hôtesses de caisse, femmes de ménage. Ces hommes qui sont agents de sécurité, cuisiniers, ouvriers du bâtiment. Je dis travailleurs essentiels parce que s'ils ne se lèvent pas le matin pour aller bosser, Paris ne fonctionne pas. L'Île-de-France ne fonctionne pas. La France ne fonctionne pas. Sans les travailleurs essentiels qui habitent à Trappes et dans les autres villes et les autres quartiers populaires des environs, la France ne fonctionne pas. Et ces travailleurs et ces travailleuses essentielles, ils font des sacrifices énormes, je dis, ils se lèvent tôt, ils ont des boulots qui sont difficiles, qui malheureusement sont mal rémunérés. Ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir soutenir leur famille, soutenir leurs enfants, pour faire que leurs enfants puissent avoir un avenir un peu meilleur, notamment qu'ils puissent faire des études. C'est ça qui fait que d'ailleurs à Trappes, on a aussi des étudiants brillants, et on a aussi maintenant des cadres, des ingénieurs, ceux qui ont réussi, malgré toutes les difficultés, à prendre l'ascenseur social. Mais ces travailleurs et ces travailleuses essentielles, c'est d'abord contre eux que le coup de massue va tomber. Le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, c'est d'abord à eux que ça va voler 2 ans de leur vie. Ces 2 ans, ces 2 premières années de la retraite, qui normalement sont les plus belles, la réforme d'Emmanuel Macron, elle va les transformer en 2 années de travail supplémentaires qui vont être les 2 pires années, qui vont être celles de la pénibilité et de la souffrance. Moi, je veux profiter de ce soir pour en parler d'un métier en particulier, et qui, je pense, en représentera 1000 autres. C'est un métier, vous allez me dire si vous arrivez à le reconnaître, c'est un métier où il y a de la manutention. On porte toute la journée des charges d'une dizaine de kilos. On pousse des chariots qui peuvent aller jusqu'à 50 kilos. On exerce dans un environnement extrêmement bruyant, qui parfois monte à 80 décibels. On a des positions difficiles à tenir en permanence, notamment très près du sol. Non, je ne pensais pas à ça. C'est vrai que ça pourrait. C'est un autre métier. Je parle des métiers de la petite enfance. Métiers féminisés, 99%, ce sont des femmes. Donc quand je dis des charges de 10 kilos, je parlais des enfants. Les chariots de 50 kilos, c'est les poussettes des assistantes maternelles, vous savez, quand il y a 2 ou 3 enfants. Les 80 décibels, c'est la crèche, parce qu'il y a beaucoup de bruit à la crèche. Et les postures au ras du sol, c'est que, évidemment, il faut être à hauteur d'enfant. Voilà. Alors, Annie me dit, elle touche 4 000 €. Vous vous souvenez peut-être du ministre des Solidarités, là. Celui, d'ailleurs, je me permets de rappeler que c'est dans une joute verbale que j'avais avec lui, qu'il s'est senti obligé d'expliquer que, oui, 3 SMIC, les assistantes maternelles. Oui, monsieur, elles gagnent 3 SMIC. Signe de la déconnexion totale de la Macronie d'avec le monde du travail, et en particulier le monde du travail populaire. Bon. C'est aussi et avant tout pour tous ces travailleurs essentiels, pour ce monde populaire que nous nous battons. Et il faut faire passer ce message parce que nous savons aussi que entrer dans la lutte, aller manifester et faire grève, c'est difficile. Et quand on est un travailleur précaire, c'est plus difficile de rentrer dans le combat. Mais s'il y a bien un message à faire passer ce soir, c'est le moment de dire c'est tout le monde, et surtout ceux qui vont se prendre ce coup de massue de la retraite à 64 ans. Tout le monde va manifester et tout le monde tente de faire grève. Alors parlons un peu de où nous en sommes effectivement de ce débat parlementaire. Je crois que nous avons fini la séquence de la pédagogie. Vous savez, le gouvernement a beaucoup parlé de la nécessité de faire la pédagogie de la réforme. Je pense que ça a fonctionné. Très bonne pédagogie. Plus ils ont parlé, plus les Français étaient opposés au projet de loi. Et effectivement, le ministre
Riester, que tu as cité tout à l'heure, Benjamin. Bon, moi, ma théorie, c'est que c'est un militant insoumis infiltré au gouvernement, qui n'ose pas encore le dire, mais que progressivement, il fait gaffe sur gaffe, il explique que la réforme pénalise les femmes, que les 1200 €, ils l'ont jamais dit, alors que lui, le premier, l'avait dit. Bref. Ça, c'est le moment de la pédagogie. Mais pour essayer de résumer ce débat, de résumer les arguments qui ont été donnés. Il y a un argument du gouvernement qui a été répété en permanence, mais qui est faux. C'est de dire que le système de retraite risque la faillite. Non, ce n'est pas vrai. Le déficit du système de retraite à l'horizon 2030, si les prévisions du comité d'orientation des retraites sont justes, ce qui n'est pas gagné, c'est un petit peu plus de 10 milliards d'euros, c'est 0,3% du PIB. Voilà. Il n'y a aucun système qui est en danger à cause d'un déficit de 0,3% du PIB, mais les macronistes cherchent une chose, c'est ce qu'on appelle la stratégie du choc. Pour pouvoir faire passer leurs mesures néolibérales impopulaires, ils ont besoin de faire peur aux gens, ils ont besoin de crier au loup, ils ont besoin de parler de la menace de faillite du système. Et cet argument-là, nous le savons maintenant tous, il est absolument faux. Il y a ensuite un autre argument que les macronistes ont écrit et qu'ils n'aiment pas que nous répétions. Cet argument, c'est qu'au final, s'ils font cette réforme des retraites, c'est pour réduire les dépenses du système de retraite, dégager des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires qui permettront de faire ce qu'ils adorent, encore et toujours continuer à baisser les impôts sur les grandes entreprises. Je dis, ils l'ont écrit, mais ils n'aiment pas qu'on le répète. Ils l'ont écrit dans le projet de loi de finances qu'ils nous ont présenté à l'Assemblée nationale en fin d'année dernière. Ils l'ont également écrit à la Commission européenne pour essayer de lui donner des gages. Ils n'aiment pas qu'on le répète, mais c'est pourtant la vérité. S'ils s'attaquent à notre système de retraite, c'est absolument pas pour un risque de faillite. C'est parce que il y a aujourd'hui déjà 170 milliards d'exonération de cotisations sociales ou d'aides publiques aux entreprises, mais que ça ne suffit pas. Ça permet au CAC 40 de faire 80 milliards de bénéfices, de dividendes, pardon, mais ça ne suffit pas. Ils veulent continuer encore et toujours faire que l'impôt, c'est-à-dire la contribution à la solidarité nationale, soit le plus faible possible pour les plus puissants et les plus riches, et qu'il repose sur les catégories populaires. Voilà ce qu'ils ont eux-mêmes écrit dans leurs documents officiels, qu'ils ne veulent pas qu'on répète, mais je vous invite du coup à le répéter le plus possible. Et il y a enfin les arguments dont ils ne parlent jamais. Et moi, je vous propose qu'on en parle. C'est le coût social qu'aurait cette réforme des retraites. Vous savez, dans la période de la vie, il y a, entre le travail et la retraite, un sas de précarité. Parce que, à 62 ans, déjà, 40% des salariés sont en fait exclus du marché de l'emploi. C'est-à-dire au moment où ils arrivent à la retraite, 40% d'entre eux ne sont déjà plus en emploi. Parmi ces travailleurs qui sont exclus du marché de l'emploi quand ils arrivent à 62 ans, un tiers vit sous le seuil de pauvreté, 2 tiers sont des chômeurs de longue durée. Ça, c'est ce sas de précarité qui existe entre le travail et la retraite. Sas de précarité que par définition, comme il recule l'âge légal de départ à la retraite, sas de précarité qui vont rendre plus long. Donc cela aura évidemment des conséquences humaines désastreuses, et cela va aussi avoir un coût social, un coût budgétaire. Les économistes ont travaillé là-dessus, les économistes de l'OFCE, et ils nous disent, bilan de cette réforme, si jamais elle passe, elle ne passera pas, mais si cette réforme passe, à l'horizon 10 ans, 110 000 personnes en plus aux minima sociaux, principalement RSA et allocations adultes handicapés. 30 000 chômeurs en plus, la conséquence de la réforme des retraites. 200 000 accidents du travail, maladies professionnelles ou arrêt maladie en plus à cause de cette réforme des retraites. Alors encore une fois, il y a le coût humain de tout ça, je ne l'aborde même pas. Mais le coût budgétaire de tout ça, parce que quand on verse le RSA, ça coûte de l'argent. Quand on paye un arrêt maladie, ça coûte de l'argent, etc. Le coût budgétaire de tout ça fait que le gouvernement prévoit, avec sa réforme, d'économiser à peu près 18 milliards d'euros. Mais si on retranche le coût social de la réforme, à horizon 10 ans, vous savez combien il reste d'économies? 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Ils veulent nous voler 2 ans de notre vie. Ils veulent donner un coup de massue sur les travailleurs du pays. Pourquoi? Pour 2 malheureux milliards d'euros. C'est absolument irresponsable et c'est une raison de plus
pour, avec détermination, empêcher cette réforme de se faire. Alors, ça c'était le moment de la pédagogie. On a eu ensuite le moment de la diversion. Parce que, vous le savez peut-être, l'article 1 de ce projet de loi qui réforme les retraites, c'est la suppression de certains régimes dits spéciaux. En l'occurrence, régime de retraite de la RATP et régime de retraite de ce qu'on appelle les industries électriques et gazières. Bon. Du côté de la NUPES, nous, on n'aime pas trop le mot régime spécial. On y préfère un autre terme. C'est celui de régime pionnier. Pourquoi? Pour une raison déjà chronologique. Parce que la plupart des régimes dits spéciaux, ils ont été créés avant la création du régime général à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a la chronologie. C'est aussi pour une raison politique. Parce que ces régimes pionniers, ils ont été obtenus par la lutte sociale, par la lutte syndicale, par le rapport de force. Et non seulement ils ont été créés avant le régime général, mais on peut même dire qu'ils ont rendu possible le régime général. C'est parce que des secteurs organisés, mobilisés de la société ont obtenu ces régimes de retraite pionniers qu'on a pu ensuite rendre ce droit universel et protéger l'ensemble des salariés. Ces régimes pionniers qui permettent de partir quelques années à la retraite avant d'autres, il faut le dire, ça correspond à des boulots qui sont difficiles. Moi, je le tiens à le dire quand même à chaque fois, parce que nos amis conducteurs de train, conducteurs de bus, électriciens, gaziers, ils s'en prennent beaucoup dans la figure dans les médias. Hein. Mais rappelons que c'est des métiers qui sont durs. On bosse la nuit, on bosse le week-end, on bosse les jours fériés, on bosse en horaire décalé. Il faut assumer les conséquences de tout ça avec sa famille ensuite. C'est des métiers qui sont stressants. Que quand vous êtes électricien, il y a une tempête, le câble électrique tombe, le lendemain, il faut monter en haut du pylône. Hein. Et même s'il fait froid, et même si c'est un jour férié. Voilà. Donc ces métiers difficiles, ils méritent ces régimes de retraite. Et plutôt que d'organiser un géant nivellement vers le bas, comme veut le faire le gouvernement, il faudrait plutôt penser l'inverse. C'est-à-dire tous les métiers pénibles, dont certains que je viens de citer, qui n'ont pas de droit spécifique à la retraite et qui devraient en avoir. Mais la réalité de tout ça, je vais vous dire, quel est le vrai motif du gouvernement? Pourquoi est-ce qu'il s'attaque à ces régimes dits spéciaux, ces régimes pionniers? C'est parce qu'en fait, ce qu'incarnent ces régimes pionniers, ça leur fait peur. Le régime pionnier, c'est quoi? C'est la symbolique d'une classe ouvrière qui est organisée dans son syndicat et qui, par la grève, construit du rapport de force. Et non seulement tient tête au patron, mais arrive même à lui imposer des revendications. Et ça, les macronistes, ils détestent ça. C'est insupportable pour eux, ça les terrorise. Ils savent que tant qu'il y aura encore des régimes pionniers dans le pays, eh bien, il y a un message qui est envoyé à tous les salariés du pays qui est de leur dire « Vous voulez des droits? Eh bien, battez-vous pour les obtenir. » Et ce message-là, les macronistes ne le supportent pas, ils veulent le faire taire, et c'est pour ça qu'ils s'attaquent au régime pionnier, et c'est pour ça que nous les défendrons bec et ongle, et que nous serons aux côtés des agents de la RATP, des électriciens, des gaziers, pour les défendre. Alors il y a la pédagogie, il y a la diversion, et puis il y a, disons-le, l'enjeu de fond sur cette réforme. Parce que, il faut être honnête, je disais, il n'y a pas de menace sur le système de retraite, je disais ça tout à l'heure. Finalement, j'ai été un peu imprécis. Il y a une menace sur notre système de retraite par répartition. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Parce que quand vous reculez l'âge de départ, et surtout quand vous allongez la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, ce qui est le contenu de la réforme, quelle est la conséquence très concrète? C'est rendre plus difficile le fait d'avoir une pension de retraite qui soit à un bon niveau. Ça veut dire que vous envoyez le message aux gens, vous ne pourrez pas compter sur le système de retraite par répartition pour vivre de belles années après le travail, et du coup, il faut que vous comptiez sur un autre système, qui est le système de retraite par capitalisation. Et en réalité, leur véritable projet, il est là. Ils ne supportent pas l'idée qu'il y ait plus de 300 milliards d'euros par an, c'est ça le montant des pensions qui sont versées. Ils ne supportent pas l'idée qu'il y ait 300 milliards d'euros par an qui passent directement des travailleurs aux retraités
sans la finance, sans les actionnaires, sans la spéculation, juste dans l'intérêt général. Ça, ils ne le supportent pas. Ces 300 milliards-là, ils veulent les récupérer pour le mettre dans la sphère marchande et pour que les millionnaires et les milliardaires ils puissent l'utiliser pour en tirer leur profit. C'est la même raison qui fait qu'ils cassent l'hôpital public. Pourquoi ? Pour que derrière s'installent les cliniques privées. C'est la même raison qui fait qu'ils cassent l'école publique. Pour que derrière l'école privée s'instaure. Et bien là, ils veulent casser notre système de retraite pour mettre en place un système de retraite par capitalisation. Ils veulent tout marchandiser, y compris nos retraites. Et que ce soit sur l'hôpital, sur l'école, sur la retraite et le reste, nous leur disons non, vous ne pourrez pas marchandiser. Au contraire, nous défendons, et nous le faisons avec force à la NUPES, un projet alternatif. Nous défendons la retraite à 60 ans. Nous défendons l'idée que le temps de la retraite, c'est un temps de la vie qui doit être celui du bonheur. Et que, comme disait Ambroise Croizat, qui a déjà été cité tout à l'heure, fondateur de la sécurité sociale et du système de retraite, l'objectif est que ce système de retraite, ce ne soit pas la retraite pour les morts, mais que ce soit le début d'un nouvel âge de la vie qui permette de profiter après de longues années de dur labeur. Et pour ça, profitons simplement de toutes les richesses de notre pays. Ali, tu en as parlé en introduction. Notre pays est riche. La productivité du travail a été multipliée par 5 depuis l'instauration de la retraite à 60 ans dans les années 80. Je parlais tout à l'heure de ces 80 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés au CAC 40. Benjamin évoquait les énormes fortunes, notamment celles de Bernard Arnault. Voilà. Soyons fiers de nous, nous produisons des richesses dans ce pays et c'est la répartition de ces richesses qui doit nous permettre de faire cette belle chose, c'est-à-dire de continuer à réduire le temps de travail. Réduire le temps de travail dans la journée, dans la semaine et réduire le temps de travail dans la vie. C'est ça l'objectif de la retraite à 60 ans que nous finirons par mettre en place, je vous l'assure. Bon, pour conclure mon propos, allons à l'essentiel. Vous connaissez peut-être ce livre, Que faire ? Un éminent camarade qui l'a écrit. Que faire ? Eh bien écoutez, il y a des dates. Le 11 février, c'est-à-dire demain, le 17 février, la semaine prochaine, et le 7 mars. 16 février, voilà. C'est pour ça qu'il faut être entouré de syndicalistes, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Bon les amis, 11 janvier, 16 février, 7 mars. C'est non seulement les dates qui ont déjà été annoncées par l'intersyndicale, ce sont non seulement des journées de manifestation et de grève, mais moi je vous le dis, c'est le compte à rebours avant la défaite du macronisme. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui a été engagé dans le pays et qui, au mois de mars, va converger. Voilà. Tu l'as dit Mathieu, les raffineurs, les cheminots, les étudiants, les profs, tous les secteurs de la société sont en train de converger. Si nous nous en donnons les moyens, nous arriverons à construire un rapport de force et à organiser un blocage économique du pays qui fait que quoi ? Eh bien que le MEDEF, les amis d'Emmanuel Macron, ils vont venir lui taper sur l'épaule et lui dire « Bon, tu es gentil l'ami, toi tu es dans ta tour d'ivoire, toi tu n'en as rien à faire de la démocratie, toi tu veux écraser les Français, mais le problème c'est que nous, dans nos entreprises, avec ce blocage du pays, on y perd plus que ce qu'on espérait gagner avec cette réforme des retraites. Alors s'il te plaît, arrête, il vaut mieux que tu la retires. » Voilà. C'est ça qui doit se produire, et ça ne pourra se faire qu'à une seule condition, c'est que tous ensemble, on rentre dans la lutte. Alors les amis, l'adversaire est clair, c'est la Macronie. C'est cette réforme, je le disais, qui va nous voler 2 ans de notre vie. Cette réforme... Alors, les macronistes nous disent souvent, oui, mais vous, votre contre-projet, la retraite à 60 ans, c'est plein d'impôts en plus.
Bah oui, mais la question c'est qui est-ce qui paye les impôts? Et en fait, qui est-ce qui paye les cotisations? Parce que nous, c'est comme ça qu'on veut financer le système de retraite. Et si on fait financer les cotisations par les grands groupes, si on arrête ces exonérations de cotisations sociales, je le disais tout à l'heure, on peut trouver les moyens budgétaires. Mais tout ça pour dire que ce débat sur les impôts, c'est très sympa, hein, mais le pire des impôts, c'est celui que eux veulent nous prélever. Hein, l'impôt sur la vie. Le prélèvement obligatoire sur le bonheur. La taxation du temps libéré. C'est ça le contenu de leur réforme, et c'est ça que tous ensemble, cheminots, électriciens, gaziers, profs, étudiants, et tous les salariés, tous ceux qui sont même exclus du marché du travail, toutes ces travailleuses et ces travailleurs essentiels, les retraités. Est-ce que j'ai dit les lycéens ou pas? Les étudiants, les lycéens. Les amis, on va rien lâcher, et tous ensemble, je vous le dis, on va gagner.